Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. La suite des Trois Mousquetaires et de Chicken Run, l'origin story de Willy Wonka et l'histoire d'un amour impossible avec Past Lives, c'est le programme de ce nouvel épisode de la nuit des sorties. Moi c'est Ista, et je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Salut Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. Prêt à défoncer des films aujourd'hui ? Mais non. Ouais, je suis un peu... Ouais, je vais être l'aigri un peu de cette émission. Enfin, je dis ça, j'ai l'impression que je dis ça plusieurs fois par par semaine. mais ouais, des trucs... pas la pire semaine, tu vois, de sortie, mais pas la meilleure pour moi, donc voilà. Ouais. On en parlera de toute façon. Bah oui, on va en parler. Donc le programme, comme d'habitude, c'est l'actualité, puis nos critiques. Ensuite, on continuera avec le box-office, surtout le top 5 États-Unis, puis quelques infos sur le box-office autres. Et on finira avec les sorties de la semaine prochaine. Vous aurez tous les timecodes dans la description. Pour rappel, les critiques, on ne spoil pas les films, donc c'est sans spoil. Par contre, les séries, c'est avec spoil. C'est ça. Enfin, ça dépend si on traite une série directement, mais si c'est un épisode comme là, l'épisode 6 de Monarch, on va spoiler à balle. Ouais. Et si vous voulez pas vous faire spoiler, vous regardez les timecodes et vous allez à la section suivante. Et ben on attaque les actus là tout de suite, Ista. Ouais, on commence avec quoi ? Et ben on commence par une petite info sur les cérémonies à venir. D'abord à Cannes, le prochain festival de Cannes du coup de 2024. Greta Gerwig a été annoncée comme présidente du jury, et c'est la première réalisatrice américaine à prendre ce rôle. Il y a pas eu beaucoup de femmes dans l'histoire qui ont été présidentes à Cannes, mais des réalisatrices américaines, il y en a eu 0. Donc ouais, Greta Gerwig qui après le succès quand même monumental de Barbie, se retrouve à ce poste-là. Est-ce que c'est pas un petit peu précipité ? Je sais pas, peut-être. Je saurais dire. Il y a peut-être d'autres réalisatrices qui auraient peut-être mérité cette place, mais bon, elle a tellement cartonné en termes de popularité. Ouais, je pense que voilà, c'est un peu l'image de cette année, donc je pense que ça doit être ça. Hein. C'est ça, mais après bon, c'est pas aussi prestigieux que voilà. Il y a d'autres réalisatrices qui ont fait des super films qui ont jamais été présidentes, mais bon, on va pas s'en plaindre non plus. Je pense que voilà, en termes de déjà, c'est déjà bien qu'ils prennent une femme, parce que je crois qu'ils en prennent pas souvent déjà de base. Hein. Mais bon. Ouais, je crois qu'il y a eu peut-être 10 femmes en tout sur toutes les cérémonies qui ont présidé quoi. Voilà. Et des fois c'était des actrices, je crois qu'il y avait Kate Blanchett ou des trucs comme ça, enfin tu vois, des trucs assez non, là, que ce soit une réalisatrice c'est pas mal quand même. Après, je crois qu'il y a eu Jane Campion. Ouais, il y en a eu quand même quelques-unes, oui, bien sûr. Mais après Greta Gerwig, ça fait quand même un moment qu'elle est réalisatrice, hein, ça fait bien plus de 10 ans je pense. En tout cas elle a 4. Ouais, ça va, mais après bon, je pense qu'elle a été prise pour son succès public quoi, plus que oui c'est possible reconnaissance. Mais bon après pourquoi pas, écoute je crois qu'il y a eu d'autres personnes qui ont été présidents qui le méritaient moins, je pense. C'est ça cette année, donc. Voilà, par exemple cette année non c'est pas ça que tu dis. Non, moi j'ai rien dit moi. Ah ok, d'accord. Non, je dis rien moi. Okay. Invitez-moi à Cannes, s'il vous plaît. C'est pour ça. Je fais des invitations, je ne dis pas animal de Cannes. On verra. Non, mais écoute, on verra. Puis on verra les films qui vont passer, tout ça. Qu'est-ce qu'elle va choisir comme Palme d'Or, tout ça, on verra. Après, elle est pas toute seule. Hein. Ouais, bah oui, elle est pas toute seule à choisir. Mais ouais, elle est l'image du jury, quoi. Mais après, ça fait sens, je pense, en termes de marketing, voilà. Ouais. Ensuite, on s'envole une remise de prix. États-unienne, on va parler des Golden Globes, puisque les nominations sont tombées. Golden Globes, c'est une des premières cérémonies, des premières grosses cérémonies qui va mener jusqu'aux Oscars. Ouais. C'est la flopée de cérémonies qu'on a au mois de janvier, février, mars. Et ça annonce directement la couleur avec des films qu'on s'attendait moins à voir dans le palmarès. Ista, Barbie, on parlait avec Greta Gerwig, 9 nominations, le plus de nominations, le film le plus populaire de l'année dernière, Ouais, le plus gros box-office, hein, c'est le premier, c'est le plus gros succès de l'année, donc ça changera pas, de toute façon, là, vu ce qui va sortir, donc... Non. Et voilà. Après, les Américains, ils marchent beaucoup au box-office, donc voilà, ça m'étonne pas que Barbie soit autant nommée. Après, je pense pas que ça le mérite. On en parlera, je pense,
encore les Golden Globes passeront, les Oscars, tout ça, mais bon voilà, tu peux les nominer. J'espère qu'ils vont pas rafler tout non plus, quoi, Barbie, parce que ça mérite pas non plus ça, quoi. Et à côté, on a Oppenheimer aussi, un des autres gros succès de l'année de Christopher Nolan, qui a été nommé 8 fois. Est-ce que ça serait la bonne cette année pour Nolan, qui a été nommé 4 fois, je crois, aux Oscars, et qui a jamais rien eu? Est-ce que ça serait pas la bonne année? C'est possible, ouais, qu'il est le meilleur réalisateur cette année, ouais. Ça serait pas déconnant. Parce que là, il a succès critique, succès public. Bon, après, il a toujours eu succès public, succès critique oui. quasiment. Mais là, sur un film comme ça, Cillian Murphy, là, il y a des nominations pour les acteurs aussi. Je pense qu'il a de grandes chances d'être... Ouais, et puis les Oscars, ils aiment bien les biopics et tout. Donc, c'est... Ouais. Donc là, c'est ça va bien. Quoi. Ouais. Là, il a un bon truc, je pense, pour choper un Oscar. En tout cas. Ensuite, ex aequo, on a le film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, et le film de Yorgos Lanthimos, Poor Things, qui sont nominés dans cette catégorie. Pas étonnant, parce que bon, c'est un film de Martin Scorsese, donc, donc voilà, et quand même un gros film qui est sorti cette année. Bon voilà, ça va pas être le film le plus vu, mais en termes d'ambition et tout, je pense que c'est assez normal. Et Poor Things, on l'a pas encore vu, puisqu'il sort pas chez nous maintenant, mais dans les festivals, il rafle tout, là. Ouais, et puis ça m'étonne pas vraiment, parce que Yorgos Lanthimos, à chaque fois qu'il sort un film, il est nommé aux Oscars, hein, donc... la dernière fois, il l'était, oui. Ouais, la favorite. Je sais plus pour les autres, mais la favorite, elle a eu pas mal d'Oscars, elle était pas mal nominée. Et là, ouais, lui, ça va être un concurrent, je pense, pour Things, pour le meilleur film et réalisateur, tout ça. Je pense que là, je pense que les trois qu'on a dit, Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, pour Things, ça va se battre un peu, je pense. Il y a moyen. Ensuite, on a un film dont on parle tout à l'heure, qui s'appelle Past Lives, qui est un petit film. Ouais, c'est un petit film, oui, indépendant de festival qui a pas mal fait parler lui aussi. Hein. Il y en a toujours un au moins chaque année de film de festival qui ressort. Et c'est celui-là, et on vous en parlera plus longuement tout à l'heure, de toute façon, pendant la critique. Et ensuite, c'est Anatomie d'une chute. Ça, c'est un peu une surprise. En fait, il est en train de gagner plein de prix partout. Anatomie d'une chute, c'est assez fou à voir, là. C'est ça, il a été nommé dans 4 catégories, ce qui est assez fou, parce que encore, tu peux te dire meilleur film étranger. Ouais. C'est possible, voilà, qu'il se fasse nommer. Mais là, il était nommé pour meilleur film en drama, meilleure actrice et meilleur scénario, il me semble aussi. C'est quand même assez fou, quoi, que le film rafle tout ça. En plus, il rafle tout. Ouais, là, il y a moyen qu'il se fasse peut-être nommer en tant que meilleur film aux Oscars. Hein. Je pense pas qu'il l'aura, mais je pense qu'il peut se faire nommer en tant que meilleur film aux Oscars. Oui, parce que pour rappel, la France n'a pas choisi ce film comme représentant de la France pour les Oscars, quoi. C'est ça, on en avait parlé il y a quelques semaines. Il a été un peu boycotté à ce niveau-là, donc voilà. Non, mais ouais, il pourrait finir dans une section Oscars meilleur film, ça m'étonnerait pas. Ouais. Vu tout ce qu'il est en train de gagner là, tous les festivals même européens, tout ça là, il est en train de tout rafler, donc ouais, ce serait pas étonnant. Ensuite, on a le film de Bradley Cooper qui sort la semaine prochaine, qui s'appelle Maestro, donc qui a 4 nominations quand même, et ex aequo avec May December, qui est déjà sorti, je pense, aux États-Unis, qui est même peut-être disponible sur Netflix. C'est ça, ouais, il est disponible sur Netflix. Ouais. Je crois et qui a été nommé aussi dans 4 catégories. Bon, je pense qu'ils ont été nommés dans les acteurs surtout, parce qu'on parle beaucoup des performances dans ces films-là, donc à voir aussi si c'est pas des films à Oscar pour acteurs ou quoi, donc genre Bradley Cooper ou Nathalie Portman aussi, ça parle beaucoup de Nathalie Portman dans May December, donc peut-être il y aura des choses pour eux aussi, quoi. Ah, ce serait pas étonnant. Et ensuite on a Across the Spider-Verse et Mario, donc les deux ils ont 3 nominations. C'est un peu, je pense, les favoris pour ce qui est meilleur film d'animation, même aux Oscars. Je pense que ce sera un peu les trucs... parce que Mario, c'est un énorme succès, et Cross the Spider-Verse aussi. Hein, donc, Je pense que Cross the Spider-Verse va gagner, parce que non seulement c'est un succès, et parce que je pense que voilà, ils ont des yeux quand même, enfin, j'espère, tu vois. Mais bon, Mario, ça me paraît quand même... Enfin, je pense qu'il voilà, c'est comme Barbie, c'est le plus gros succès de l'année, ils aiment bien les succès, donc ils le nominent, mais... Bon, après, je dis ça, mais surtout dans les trucs d'animation, des fois, ils regardent pas, les mecs. Hein. Donc, c'est ça. donc ça se trouve... On a vu des dingueries. Hein. C'est vrai, mais je crois plus que Cross the Spider-Verse va rafler. Ce serait... Ouais. Là, après, c'est les Golden Globes. Je sais pas s'il avait gagné Into Spider-Verse, les Golden Globes, mais... il y a très forte chance, parce que les Oscars... souvent ça suit un peu. Je sais que l'année dernière, c'était Everybody Everywhere All at Once qui avait gagné pas mal de trucs, et aux Oscars, après, ça a suivi, quoi. Donc, Après, il y a toujours des surprises, des trucs un peu différents, parce que Fablesman, il avait gagné des trucs, par exemple, et il avait rien gagné aux Oscars, voilà, mais ça donne une tendance, quoi. En tout cas, ça le lance un peu, quoi.
Ensuite, on a parlé de Greta Gerwig, on a parlé de Barbie. Tu fais Ouais. la prochaine news? Ouais, bah, ils ont annoncé là, Mattel et Paramount, ils ont annoncé un film live action qui s'appelle American Girl. Donc c'est sur une adaptation c'est des poupées, je crois, un peu comme les. Enfin, j'ai vu que c'était des poupées, pas vraiment comme les Barbie, c'est plus des poupées, tu sais, comme on connaît, quoi. On dit une poupée, la grosse poupée, quoi. Ouais, j'ai regardé les designs, ils font flipper. Et en fait, on dirait plus des bébés. Ouais. Tu sais, des poupées un peu bébés et tout. Je sais pas ce qu'ils vont. Enfin, là, ça sent l'exploitation à plein nez. Ouais, parce qu'en plus, c'est le live action. Donc, ouais, ça va être bizarre. Ah oui, non mais ça va être. Enfin, je pense que ça va être l'horreur là ces prochaines années. Au niveau des adaptations, ça va être. Ouais. Mais là, ça va être des enfants parce que Barbie, c'est quand même des personnages adultes. Après, je sais pas comment ils vont adapter ça. Tu vois, peut-être il y a des trucs. Ouais. Mais ça me donne pas du tout envie. Hein. Ah, moi non plus. Moi non plus. Ensuite, il y a ma saga préférée qui revient, les amis. Saw, la saga Saw 11 qui revient. Et qui revient très vite puisqu'il a été annoncé comme revenant au cinéma le 27 septembre 2024, donc dans moins d'un an. Pile un an après la sortie du dernier. Non, mais c'est un truc de Saw fou. 10. Parce qu'il a eu un gros succès, Saw 10, hein, et de toute façon, ça coûte pas cher et ça se fait vite. C'est parti, Saw 11. Qu'est-ce qu'ils vont raconter? Est-ce qu'ils vont faire un genre encore de préquel? Tu sais, un truc qui se passe entre le 2 et le 3. Le 3 et le 4, ou je sais pas. Oui, tu vois, on sait pas. Donc là, ça va être encore un beau bordel. Mais je vais le voir parce que j'aime bien cette saga quand même au fond. Voilà. Ça mute quand même pas un an, ils arrivent à sortir une suite, quoi. C'est quand même un truc de fou. Hein. Bah ouais. Parce que ils ont dû prendre la décision avant même de sortir le 10, c'est pas possible. Bah non, mais après ils ont toujours fait ça, hein, Saw. Hein. Chaque année ils sortaient un Saw à l'époque, hein, donc. Ouais, mais c'est quand même un truc de fou. Non, mais de toute façon, tu regardes les scénarios, ces trucs-là, et l'argent qu'ils doivent mettre, ils emballent tout ça en 3 mois, et puis allez, c'est parti. Hein. Ouais. En 3-4 mois, hop, pouf, c'est fini, ouais, allez, on rentre chez eux, quoi. Des effets pratiques, il y a comme des trucs. Je sais pas, il n'y a pas des effets fixes. Oui, bah après, il y a du truc un peu gore, mais enfin, voilà, je pense qu'ils ont l'habitude, ça se prépare, mais bon. Franchement, tu regardes les scénarios, ils s'écrivent, je pense, tellement vite. Et puis, de toute façon, c'est toujours des endroits clos. Oui, il y a ça aussi. Des maisons abandonnées, des trucs comme ça. Donc bon, il n'y a pas grand chose à faire. Ok. Ensuite, on a appris que Sony va sortir un film de John Watts qui s'appelle Wolf. Non, alors c'est pas. Si, c'est Sony qui va distribuer un film de John Watts qui s'appelle Wolf. Et en fait, c'est une production de Apple. C'est un film Apple, donc ça va sortir au cinéma. Et ça sera avec George Clooney et Brad Pitt. C'est ça, les deux beaux gosses, meilleurs amis qui se rejoignent sur un projet de John Watts. C'est un genre de thriller d'action psychologique, j'avais vu, voilà. Bon, moi, ça m'intéresse pas, les films de John Watts, donc voilà. Mais c'est plus le fait que Apple continue quand même le fait de vouloir diffuser ses films en salle. Bon, je sais pas s'il va sortir en salle en France, mais en tout cas, aux États-Unis, il va sortir exclusivement en salle pendant une certaine période, donc c'est possible qu'en France, ils fassent la même chose, et ça, c'est plutôt cool, et donc, ils continuent sur leur stratégie d'exploiter une certaine rentabilité en salle, quoi. Et ça, moi, je trouve ça, je suis d'accord avec ça, je suis bien joué Apple, voilà. Je suis content. C'est vrai que, là, pour l'instant, on a eu Napoléon et Killers of Flower Moon, donc, ouais, c'est plutôt cool, que tout le monde puisse le voir au cinéma et tout. Mais donc du coup, ça, je pense que ça veut dire aussi que les résultats de Killers of the Flower Moon et de Napoléon, ça les dérange pas du tout, vu qu'ils sortent des trucs comme ça et qu'ils continuent. C'est continu, ouais, sinon ils auraient arrêté. C'est con, voilà. Ensuite, on va aller derrière notre studio préféré, A24, qui sort banger sur banger quand même, faut le dire. Ouais, j'ai parlé comme un jeune. Et on a appris que Dwayne Johnson, oui, The Rock, le catcheur, va jouer dans un film A24 réalisé par Benny Safdie, donc un des frères Safdie, donc ceux qui ont fait Uncut James, comment il s'appelle le film avec Robert Pattinson, Good Time. Ah oui. Ils vont jouer dans celui qui a fait Good Time, et ça va suivre le parcours d'un combattant MMA, du coup, qui va arriver au pic de sa carrière et à travers ses addictions, ses trucs, et voir Dwayne Johnson dans un truc où il va peut-être un peu égratigner son image. Genre après, ça se trouve, ça va être genre en mode, c'est le super warrior à la fin et tout, mais genre, si on le voit peut-être, je
je sais pas, prendre de la drogue comme ça raconte, voilà, avoir des défaites, des trucs comme ça, lui qui est très protecteur de son image, de toujours, même dans les Fast and Furious, dans leur contrat, ils ont des trucs où ils peuvent pas perdre de combat, ou ce genre de trucs, quoi, où ils ont des égos surdimensionnés. Le voir dans un truc comme ça peut être vachement sympa pour relancer un peu le Dwayne Johnson qui est, voilà, qui fait plus des trucs intéressants. Moi, ça me rappelle son début de carrière où il avait tenté des trucs un peu différents avec Susan Tales. Il avait tenté des films un peu bizarres, tout. Donc, ouais, ça fait plaisir de le voir peut-être tenter autre chose, parce que oui, comme tu disais, dans les contrats, ouais, c'est le mec, ça fait 10 ans qu'il fait que des films, c'est toujours les mêmes films, c'est le mec qui gagne tout le temps, enfin, c'est vraiment le héros qui n'a pas une seule égratignure, quoi. Donc, le voir un peu changer de registre, je pense que c'est intéressant, puis même pour lui, c'est mieux pour sa carrière, qu'il veut tenter des trucs, ça peut être cool, quoi. Mais je vois que 24, je sais pas, il s'intéresse beaucoup au monde du catch, là, en ce moment, enfin, de la lutte et tout, des sports de combat, quoi. Ouais, il y a un peu de ça, là, en ce moment. Après, je pense que c'est des histoires qui marchent bien. Hein. Ouais. Les trucs de boxe, tout ça, ça marche bien. Même les gens qui suivent pas la boxe ou quoi, ou le genre de truc. Moi, je m'en fous de la boxe du UFC, mais quand je suis dans un truc comme ça qui est bien fait, je suis à fond dedans, quand même. De toute façon, regarde, c'est de Rocky, hein, c'est un film Oui, culte. voilà. Il y a plein de gens qui regardent ça, ils ont jamais fait de la boxe de leur vie. Hein. Tu m'étonnes. Ensuite, on reste chez A24 et on a appris quelque chose de fou. En fait, A24, ils se mettent en collaboration avec Kojima Productions et ils vont faire une adaptation live action du jeu vidéo Death Stranding, voilà. Kojima. Et oui, Kojima, oui, il va être en collaboration pour faire un film. Moi, j'ai pas joué à Death Stranding. Toi, tu y as joué. Moi, je l'ai fini, moi. Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que il me semble que Death Stranding, c'est déjà un truc ultra cinématographique. C'est déjà un film. Ouais, voilà, donc est-ce que c'est pas les fausses bonnes idées? Parce que moi, je suis partisan des trucs qui sont trop proches du cinéma en jeu vidéo, que ça marche pas en fait au cinéma, parce que en fait, ça a aucun intérêt au final. Je pense à Uncharted par exemple, qui a ce truc-là, où en fait tu regardes en fait Uncharted le film, et en fait t'as l'impression de regarder les influences d'Indiana Jones et trucs comme ça. Il y a rien de nouveau en fait, c'est juste un film d'aventure basique au final. Voilà, c'est tellement à part du Stranding que dans l'idée c'est pas si bête que ça. Et Kojima, il a dit que lui il voulait pas faire une adaptation littérale de son jeu, il voulait faire un truc pour les amateurs de cinéma et tout, parce que lui on le sait hein, qu'il adore le cinéma, il fait tout le temps des tweets où il est au cinéma, il dit j'ai vu ce film, machin, fait des critiques. C'est cool alors. Franchement c'est cool alors s'il fait ça, parce que moi ça m'aurait saoulé qu'il juste fasse une transposition. Voilà. Ouais. Après, faut voir qui va faire le film. Après, il a 50 000 potes réalisateurs. Imagine, de très Montréal. Imagine, il va chercher George Miller. Parce que je dis ça parce qu'il a vu genre 25 fois Fury Road de Kojima, il en parle tout le temps. Moi je serais chaud. Hein, ouais. Et il a des photos avec Miller et tout. Mais ouais. Après, lui, il est pote avec Del Toro, il est pote avec plein de gens. Hein. Donc, mais il y a moyen qu'il y ait un gros réal là-dessus, hein, c'est possible. Hein. Comme tu dis, il est pote avec tous les gros réals. Donc, ils vont peut-être péter le tirelire aussi. Mais est-ce qu'ils vont reprendre Norman Reedus et tout? Ah, mais ça me faisait rire. Je voyais des gens qui disaient mon fan cast, c'est Norman Reedus. Bah oui. Parce que Norman Reedus est l'acteur en motion capture dans le jeu. C'est ça. Donc on verra ce qu'ils vont faire. Et ils vont sûrement péter la tirelire, comme ils ont pété la tirelire sur le prochain projet dont on va vous parler, puisque A24 sur le prochain film d'Alex Garland, donc le réalisateur de Men, de Ex Machina et de, comment il s'appelait le film, Annihilation sur Netflix, c'est ça. Qui va sortir son prochain film, dont le trailer est sorti, que j'ai pas vu. Il me semble que toi tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu, ça a l'air incroyable. Ça a l'air du Michael Bay, mais version Alex Garland, quoi. Je sais pas comment dire, mais... Ouais, donc le film s'appelle Civil War et il coûte 75 millions, donc c'est le film le plus cher d'A24, donc là il tente un truc. Et ça fait réagir, hein. Ouais, de ouf. Mais moi, le trailer, il me donne envie de fou, hein. J'ai grave envie de voir le film, ça a une bonne gueule. Et moi, ça me rappelle ce qu'on avait dit, on en avait parlé, du fait que A24 voulait faire des blockbusters... voilà, je crois qu'on a le premier, hein, sur le coup, à 75 millions. Ça. Je sais pas si 75 millions c'est considéré comme un blockbuster, mais c'est pas loin. Hein. Dans d'autres pays, oui, mais oui, c'est pas loin. En tout cas, c'est leur plus gros projet. Il y a une ambition de grand divertissement, je crois, dedans. Je crois que c'est un truc c'est la guerre civile aux États-Unis. Ouais, tu vois plein d'explosions, tu vois des hélicoptères, voilà. tu vois des... Ouais. Après, Alex Garland sur un truc comme ça, je sais pas ce que ça va donner du tout, parce que lui, il fait des trucs plutôt d'horreur, tout simplement, d'ambiance, de films de genre, d'horreur. Là, peut-être, je sais pas s'il va se tourner plus action ou pas. Après, ça peut être un faux film d'action, tu sais. Je pense que c'est ça, mais il y a des personnages
Merde, comment il s'appelle l'acteur qui est le mari de Kristen Dunst. Merde. Ah, Jesse Plemons. Jesse Plemons, voilà, il fait un personnage qui a l'air assez flippant. En tout cas, dans la bande-annonce, il fait flipper. Donc, il y a quand même son côté horreur. Je pense qu'il sera là quand même. En tout cas, il y aura de la tension, quoi. Ok, ben on suivra ça, parce qu'il sort l'année prochaine, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais, ça sort en 2024, ouais. Je sais plus quoi, mais... Et ben on l'attendra sûrement. Est-ce qu'on va vers d'autres contrées des plateformes de streaming, Ista? Netflix, ils sont en train de... Ça y est, ils sont mis à travailler sur l'adaptation en live action de My Hero Academia. Donc, c'est ça. Et on sait pas si c'est une série ou un film, mais ce sera une version live action, donc avec des vrais acteurs. Je pense que... Et j'ai lu que c'était le producteur de Monarch, en tout cas qui était dessus. Bah après, vu le succès de One Piece en live action, je pense que voilà, là ils se sont dit faut reprendre des trucs d'animé en live action, là faut les faire en série et tout sur des shonen ou des trucs comme ça doit marcher. Et vu que Netflix ils le font depuis un moment, mais bon là il y a quand même eu un carton de fou avec One Piece, voilà, ils vont continuer sur ce niveau-là, quoi. Ouais, je pense, et c'est pour ça que je pense qu'ils vont plutôt aller vers une série. Mais moi je les vois plutôt aller vers une série. Ce serait plus intelligent que d'aller vers un film. Parce que les films, bon, pour l'instant qu'ils ont fait en animé, ça n'a pas été des énormes succès. Donc, voilà, on pense à Death Note, bien sûr. Et puis l'animé de My Hero Academia, c'est quelque chose de très long. Donc, enfin, l'animé ou le manga, hein, il y a beaucoup de tomes. Donc là, on est à la saison même... c'est la saison 7, je crois, qui va arriver. Donc bon, il y a du contenu à faire, donc ce serait plus logique de faire une série. Ouais, je pense. Après, pour nos yeux, je pense que ce serait bien de rien faire du tout, mais... Mais bon, effectivement... Après, c'est du super-héros, donc c'est pas déconnant qu'ils aillent vers ça non plus. On verra. Écoute, après, super-héros, il y a quand même un mec qui a une tête de faucon. Oui. Non, je sais pas comment ils vont faire ça, mais bon. Bah, toujours en restant les adaptations Netflix, Netflix va réadapter One Piece, mais en version animée. Tout le premier arc, donc de It's Blue, ils vont le réanimer, du coup refaire une adaptation animée avec le studio 8, celui qui a fait les 3 premières saisons de l'Attaque des Titans, et je sais plus quoi d'autre, mais en tout cas voilà, c'est sûrement connu pour ça. Spy X Family qui est sorti il y a pas longtemps, mais Vinland Saga, la première saison, c'était eux. Enfin, ils ont fait beaucoup de trucs, de toute façon. Oui, après ils ont fait plein de trucs. Voilà, c'est un studio assez reconnu maintenant. Et bah là, ils vont réadapter One Piece. Donc, il y a moyen qu'on ait, parce que bon, faut savoir que One Piece, les premiers épisodes, les 50 premiers, bon, voilà, c'est assez vieux. C'est voilà, 90, hein, donc, voilà. Ouais, c'est fin 90, je crois que c'est 99 le premier épisode. C'est compliqué même maintenant, et voilà, là ils vont réadapter, ils vont faire des trucs super bien, je pense. Voilà, ça va faire je pense que c'est pour la nouvelle génération qui va redécouvrir One Piece, et surtout qui a découvert One Piece avec l'adaptation live, peut-être de relancer une population. Je parle comme un... Popularité, non? Voilà. Ouais, je parle comme un scientifique. Je sais pas, la popularité vers les jeunes, quoi. Donc ça le problème là, c'est que si tu veux te dire, je veux regarder One Piece, on va dire t'as 1000 épisodes à regarder. Donc ça peut décourager. Ah bah après ça, voilà. Mais je pense qu'après, si ça marche, ils vont faire tous les arcs un par un. Ouais, mais comme ils vont les découper, je pense, plus en saison. Parce que là, One Piece, ça s'arrête jamais, tu vois. C'est des mangas, comme on dit, fleuve, là. Où ça s'arrête jamais. Tu sais, l'animé, il s'arrête jamais. T'as des HS dès que ça rattrape trop vite le manga. Bon, là, ils ont 100 tomes d'avance. Donc là, bon, ils peuvent faire... Après, je pense pas qu'ils vont refaire les fillers, par exemple. Tu vois. Là, ils vont pas refaire les fillers. Je pense qu'ils vont faire juste les arcs. Début, mais par contre, ils vont... Des arcs de quoi? Ils vont reprendre chaque arc du manga, ils vont l'adapter, je pense, à chaque fois, ouais. Tu vois, ils vont balancer. Bien sûr, ouais. Après, je pense que ça va... Je sais pas comment ça va venir, mais... tu sais, je pense qu'ils vont balancer arc par arc, et ça va... Je sais pas combien... J'espère, pour ceux qui vont suivre comme ça, ils vont pas attendre 50 ans, tu sais, à chaque arc, tu vois. Il y a moyen d'avoir du contenu, entre guillemets, parce que je pense qu'ils atteindront jamais le flux du manga avant qu'il soit fini, tu vois, genre... après qu'il soit fini, tu vois, là, ils ont assez de matière pour en faire plein. Les arcs de One Piece, et voilà, ils sont quand même pas mal d'épisodes, donc en vrai, chaque année, ils sortent un arc, ça suffit, hein, je pense, pour certains. Ouais. Mais l'auteur Eiichiro Oda, il a dit que c'est un truc où il travaille, ça va être un truc où ça va mettre du temps quand même pour sortir. Enfin, c'est un truc, ils veulent vraiment faire un beau truc et tout, donc ça va... Bah après, c'est ça aussi le truc, c'est que si tu refais le même animé, autant faire un truc beau, quoi, parce que bon, ça sert à rien. Ouais. Mais le rythme, il sera meilleur que la série de base, parce que voilà, comme on disait... Voilà, il y a 100 tomes d'avance, donc tu peux enchaîner largement. Je sais pas combien il y aura d'épisodes dans la première saison. Il y en a 50. Ils vont enchaîner tellement. Je sais pas, parce que 50. Ouais. Ouais. Ah ouais.
Après, je sais pas s'ils vont. Moi, je voyais plus un truc comme adapter, les animés actuels, maximum comme Jujutsu Kaisen, genre 24, tu vois. Ouais, bah non, s'ils adaptent, là, ils vont mettre les 50 premiers, je pense. Ouais, je Après, sais c'est pas. tout l'arc is blue, quoi. Hein, donc, Ouais, mais ils vont peut-être couper des trucs pour que ça fasse plus fluide et... Je sais pas. Ouais, mais je sais pas ce qu'ils peuvent couper, hein. Parce que, parce que bon, si c'est après, s'ils font les épisodes de 20 minutes, chaque 24 minutes, je pense qu'ils pourront pas faire un format de 24 épisodes, c'est impossible, hein, avec tout ce qu'il y a. Enfin, ils peuvent pas faire passer de ce genre 58 épisodes à genre 24, c'est impossible pour moi. Je sais pas comment ils vont faire. Hein, mais... Bah, faut voir comment c'était le rythme à l'époque et tout, parce que je sais pas. Enfin, par exemple, avec Full Metal, ils l'ont fait, tu vois, avec Brotherhood. Ah oui, ok, ouais. Ouais, peut-être. Mais il y a tellement de, parce que One Piece, c'est genre un gros, enfin là, c'est une saga, et il est composé de plein d'arcs, tu vois. Et donc, bon, rien que le début, bon, voilà, tu tapes 10 épisodes avant d'arriver à Baggy. Ouais, mais ça va tu peut-être vois, pas autant, tu vois. Ça va peut-être pas autant pour arriver jusqu'à Baggy. Hein. Je sais pas comment ils vont faire, on verra bien. De toute façon. Ouais, on verra. Et ça, donc, ça s'appelle The One Piece. Donc, c'est comme Suicide Squad et The Suicide Squad. C'est le même délire. Donc, on continue ? Ouais. Ouais, donc dans une autre annonce par rapport au manga, on a appris que un film Chainsaw Man va arriver. Là, il a été annoncé et va adapter l'arc Riz. Donc c'est la suite de ce qu'on a eu de la saison 1. Donc ce sera en film, comme ils ont fait avec Demon Slayer, avec c'était l'attaque du train. Je sais plus, c'est l'arc avec le train. Ouais. Le film, c'était la suite de la saison 1. Après, moi, je me demande, est-ce qu'ils vont faire comme justement Demon Slayer, où la saison 2, ils ont repris le film, ils l'ont coupé en plusieurs épisodes, et après, ils ont rajouté la suite dans la saison 2. Je sais pas. C'est fort probable, hein, parce qu'ils aiment beaucoup faire ça, les Japonais, là, dans leurs animés. Ouais, c'est pas la première fois, je crois, qu'ils font ça. Hein. Je crois qu'ils avaient fait ça pour... je sais plus quel autre animé et tout, j'ai entendu, mais c'est fort probable. Bah, Dragon Ball, ils avaient fait ça pour Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, aussi. ça se finit sur un film, ouais. Dragon Ball avec Broly. Non, mais oui, l'inverse, oui. Les deux premiers arcs, c'était... C'était l'adaptation des films, ouais, c'est vrai. C'était réadaptation des films, genre pendant 25 épisodes, quoi. Enfin, quelle honte. mais voilà, donc ceux qui sont fans de Chainsaw Man, ils seront contents. Coucou, Luc. Est-ce qu'on va voir notre ami James Gunn, qui chaque semaine nous donne des petites infos de plus en plus, Ista? Ouais, il nous donne des petites infos sur le réseau social Thread, le nouveau réseau social de Instagram. Il aime bien répondre aux gens. Et donc, alors on a quelques infos. Donc, il a dit en fait, James Gunn, qu'ils vont faire des adaptations qui ne sont pas forcément d'essais de comics DC, mais par exemple de comics hors DC, comme par exemple les comics Vertigo. Donc Vertigo, par exemple, c'est V pour Vendetta, c'est Watchmen, c'est Sandman, Transmopolitan ou Y le dernier homme. Donc c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans du super héros, mais c'est intéressant, quoi. Mais j'ai une question, parce que je sais que DC avait racheté, tu sais, genre comme Watchmen, ils avaient racheté les droits ou les trucs comme ça, tu sais. Est-ce que c'est tous des trucs, des filiales genre de DC, genre des trucs à côté qui leur appartiennent, ou c'est à Warner Non, Vertigo, ça appartient à DC, donc logiquement, oui, Warner, donc non, je crois qu'ils peuvent tout faire, hein, de ce qui est Vertigo, il me semble. Hein. Ok, donc ils peuvent faire des trucs un peu... Ouais, bah oui, comme t'as IV pour Vendetta, les Watchmen et les trucs comme ça, c'est... Ouais, c'était Warner, tous ces films-là. Ouais, bah oui. Donc ouais, ils ont tous les droits là-dessus aussi. Bah oui, pourquoi se contenter de faire du DC? Alors que oui, c'est vrai qu'ils ont plein de comics, je pense. Ouais, il y a d'autres côté, trucs qui sont hors super-héros, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais voir, toi qui es fan de comics? Ben, moi, je sais qu'une série Y le dernier homme, mais ça a déjà existé, mais elle était nulle. Donc je l'ai pas regardée parce qu'elle avait des très mauvais retours. Elle était sortie sur Disney+. Mais si après, il peut nous faire une bonne version, parce que moi, quand j'avais lu le comics, je m'étais vraiment dit ça pourrait faire une putain de série télé. Donc ouais, Y le dernier homme. Ok, bon, moi je connais pas grand chose. À part V pour Vendetta, des trucs comme ça, quoi, les trucs les plus connus. Et bah, en parlant de James Gunn, on va parler du DCU, mais on va parler de Matt Reeves DCU, mais il est pas censé être dedans, Ista, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Eh bien, ils auraient retravaillé le projet Arkham, donc qui avait été annoncé, hein, le projet. Il y avait une série Arkham qui était censée être dans l'univers de The Batman, et donc ça a changé. Maintenant, il produit une série Arkham, mais qui se passe dans le DCU.
C'est ça, du coup, ils ont repris l'idée de la série Arkham pour l'implanter dans le DCU. Donc c'est une nouvelle série du DCU qui est annoncée quand même. Et je sais pas du tout ce qu'ils vont en faire, parce que Arkham, ça va explorer tous les ennemis du Batman de James Gunn, du coup, qui va avoir dans son univers, j'imagine. Et ouais, ça va développer de l'or sur le Gotham. Ouais, ça va être Peut-être plus qu'on l'aura lié avant à de toute façon c'est Batman Arkham, donc oui, ça va être lié là-bas. Donc est-ce que ça va nous parler parce que je pense que moi le Batman il va avoir quand même un peu d'expérience, voire même, c'est sûr. voire même plus de 10 ans d'expérience du coup. Et voilà, on va voir ses ennemis, je pense à travers Arkham. Est-ce que ça va être une série un peu psychologique sur les ennemis, sûrement comme ça peut être vachement sympa. Ouais, faut voir, mais ouais, ça peut être très cool. Hein. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, ça se passera dans l'asile, je suppose. Bien vu. Voilà, et on verra les méchants de Batman, quoi. Donc, on verra des nouvelles versions, donc ouais, c'est intéressant. Ouais. Et on va s'envoler vers le concurrent Disney, puisque alors la Disney, là, on a 2 infos sur 2 live-action, tout ce qu'on aime, hein, Istin. On adore ça. C'est incroyable. Alors la première info, c'est que on a des infos sur Lilo et Stitch qui viendrait l'année prochaine et qui serait disponible sur Disney+ en juin. Donc ça, vous savez, c'est les live action, donc ils s'en foutent. Disney, ils les balancent directement sur Disney+ en mode rien à foutre. C'est vrai qu'on a eu Peter Pan cette année, j'avais complètement zappé. Hein. J'ai toujours pas vu. Et voilà. Et là, on a Lilo et Stitch parce que c'est pas non plus un Disney les plus connus. Elle est quand même connue dans les années 2000, mais voilà, par rapport à toute l'histoire de Disney, c'est pas. Voilà, et donc ils le balancent comme ça sur Disney+. J'ai hâte de voir les premières images de la créature. On va bien se marrer, je pense. Ouais, vu ce qu'ils ont fait à Sébastien dans Petite Sirène, hein. On a peur déjà. Oh, mais ça va être horrible. Hein, peut-être pas. Plus Disney+, ça se trouve, il y a moins de budget et tout. Enfin, ça va être l'horreur. Logiquement, il y a moins de budget, ouais, sur des Disney+. Mais bon. Ensuite, on a eu un peu de synopsis sur le film Mufasa de Lion King qui sort l'année prochaine ou en 2025? Non, 2024, c'est le film de... Je crois que c'est le film de Noël, hein, 2024. Ah oui, c'est vrai, on avait parlé il y a quelques temps, oui, il sort à la fin de l'année. Et en gros, on va suivre le père, du coup, de Simba. Putain, ouais, yes. Et en fait, c'est une histoire qui est racontée par Rafiki Simba au fils, à la fille, pardon, de Simba et Kiara, donc Nala. Non, c'est Kiara, la fille de Simba et Nala. Pardon, Kiara, qui est la fille de Simba et Nala. Voilà, c'est pas des noms que je vois tous les jours. Et ça va être l'histoire de leur grand-père, quoi. Avec, en plus, des commentaires de Timon et Pumba. Wow, yes, j'ai vraiment hâte. Il n'y avait pas un film d'animation qui était comme ça, genre Le Roi Lion 3, ou si c'était Timon et Pumba qui racontaient l'histoire, mais qu'ils faisaient n'importe quoi. Il y avait un truc comme ça, non? Alors, ça a jamais raconté l'histoire de Mufasa. C'est qu'il y avait une histoire qui... Ça racontait le Roi Lion, mais en mode... non, il n'y avait pas un délire comme ça. C'est ça, en fait, le Roi Lion 3, ça racontait le point de vue de Timon et Pumba, en fait, en grande partie sur le premier Roi Lion, et de comment ils se sont rencontrés, et tout ça. Enfin, voilà, toi. C'était vraiment centré sur eux. Mais là, en fait, ça raconte Mufasa. C'est vraiment une histoire originale. Enfin, oui, là, oui. C'est pas original, puisque c'est un préquel d'un film qui est né dans les années 90. Mais voilà, c'est un genre de préquel qui a jamais été... Enfin, il n'y a pas d'histoire sur Mufasa, je crois. Non. Bon, après, il y a peut-être des dérivés, des livres ou des trucs comme ça, mais au cinéma, un truc comme ça, il n'y a pas eu. Hein. Moi, j'aime bien Le Roi Lion 2, voilà. Petite info comme ça. Ok, je l'ai pas vu, donc ok. Avec, c'est une des meilleures suites Disney, bon, voilà. Ok, moi je sais que j'avais bien aimé Aladdin et les Princes des voleurs, mais ça fait longtemps. Donc, ouais, ça aussi, c'est une des meilleures suites Disney. Ensuite, on continue chez Disney, mais chaque fois, on va chez Star Wars, et donc pour Le Mandalorian, donc saison 4, donc ce serait bien une série, commencerait son tournage donc en février 2024. C'est ça, donc toutes les rumeurs de merde sur le film Mandalorian ont été balayées. Voilà, ça commence février 2024 pour sûrement une sortie l'année d'après. 2025, je pense, ouais. Ensuite, on va parler de La planète des singes, donc le film 20th Century Fox, qui est le prochain, qui serait le début d'une nouvelle trilogie qui se passe 300 ans après les événements du dernier film, du coup. Dernier film que je n'ai toujours pas vu, d'ailleurs. J'ai vu que les deux premiers, je ne me suis toujours pas vu le dernier. Écoute, là, ils repartent sur quelque chose de nouveau. Donc, ouais, sans Matt Reeves, voilà. Ils repartent sur une trilogie aussi, c'est ça aussi. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, ils comptent capitaliser là-dessus, quoi. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas encore au niveau des anciens films où ils sont vraiment en armure et tout, tu sais. Quand on voit la bande-annonce, j'ai l'impression qu'ils sont à moitié, ils sont quand même ils sont un peu habillés, mais ils sont pas encore... ça ressemble quand même encore un peu à la dernière trilogie Planète des singes. Donc, ils ont pas encore autant évolué que dans les vieux films. Ok, ouais. Mais à voir si
s'il parle et tout. Je sais plus dans le trailer si on voit qu'il parle bien ou pas. Parce que... J'ai pas vu le trailer, mais je crois que c'est très contemplatif sur un jeu. Ouais, il me semble aussi. Bah écoutez, ça va être une des grosses sorties l'année prochaine, donc... Ouais, ça sort dans plus très longtemps, je crois. Hein. Avril, il me semble. Ouais, c'est ça, 4-5 mois. Kingdom of Planet of the Apes, c'est une des plus grosses productions de Disney de l'année prochaine, donc à voir. Et on va s'envoler vers Marvel pour finir, comme d'habitude, avec des infos qu'on savait, mais bon, voilà, on va peut-être pas en parler. Il y a Matthew Horton qui a été chargé de écrire des scènes en plus et du nouveau contenu pour Captain America Brave New World pour les reshoots. Les reshoots, on en avait parlé, qui sont assez intensifs apparemment pour le film. Ouais. Ça sent la grosse remise en production qui arrive. Je crois que c'est en janvier. Je sais plus c'est quand qui repartent. On n'a pas de date. Il n'y a pas de date. Ok. Non. Mais c'est début de l'année 2024, je crois. Ouais, je pense aussi, ouais. En tout cas, c'est dans les 6 premiers mois, je pense. Voilà. Ils avaient annoncé, on avait dit 4-5 mois, je crois, de reshoot. Oui, de reshoot, insane, c'était très long, ouais. On dirait presque qu'ils refont le film, quoi. Ah ouais, mais complètement. Là, je pense. En fait, j'ai réfléchi, mais je pense que le film il va coûter 300 millions au moins. Enfin, là, c'est possible, oui. Minimum même, je pense. Ouais, ce serait pas étonnant que. Ouais. Mais bon, ils vont peut-être le cacher, ça. Ils diront c'est 200. Puis... Ouais. Et après, un an après, on apprendra que ça a coûté 500 millions. Voilà. Bon, en tout cas, c'est que ça doit. Bah, s'ils font ça, c'est que ça doit pas aller, je pense. Donc, on verra. On espère que ça sera bien. C'est ça. C'est reshoot. Ensuite, alors il y a eu une présentation en fait de plusieurs épisodes de What If saison 2. Donc il y a eu un panel et Marvel a dévoilé en fait leur programme de 2024 et en animation, donc en série d'animation. Et donc on a appris qu'il y avait une nouvelle série d'animation qui allait sortir là en 2024. Elle s'appelle Ace of Wakanda. Et donc ça se passe c'est pendant l'histoire du Wakanda. De ce que j'ai compris, c'est des guerriers qui vont traverser le monde pour trouver des artefacts en vibranium. Donc je sais pas si ça va être un truc genre un épisode, une histoire, je sais pas trop. Mais j'ai vu des gens en parler qui étaient là-bas, qui étaient sur place, qui ont vu les images parce qu'il y a eu des extraits montrés et tout. Et ça aurait pas du tout le même style d'animation que What If. C'était stylisé. Ils disaient c'était stylisé et ils pensaient avoir vu Okoye dans les personnages. Voilà, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ouais, et il me semble que Ryan Coogler a réalisé les 2 premiers dans la production de la série. Ouais, bah c'est pas étonnant, tout ce qui se rattache au Wakanda, je pense qu'il sera producteur dessus, quoi. Donc il y a Ace of Wakanda, il y a Spider-Man Freshman Year qui a changé de nom et qui maintenant il s'appelle c'est Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Et donc, maintenant, on a la confirmation que ça sort aussi en 2024. C'est ça, qui ne sera toujours pas connecté à celui de Tom Holland, on le rappelle. Non, pas du tout. En plus, s'ils ont changé de nom, je pense que c'est pas pour rien non plus. Je pense oui, c'est sûrement pour ça aussi, je pense. Ouais, je pense qu'ils ont changé ce qui a été le projet à la base. Voilà. Donc, on aura aussi X-Men 97, aussi, ils ont montré des images de X-Men 97. Et ils ont aussi dit, pendant le Q&A, que... ils sont en train de travailler déjà sur la saison 3 de What If. Ouais, bah écoute, ils sont chauds pour What If. Bah ouais. Après, je sais pas, je pense qu'on en avait parlé, mais je crois pas que ça doit coûter si cher que ça, What If, je pense. Donc ouais. Je pense que voilà, ça doit avoir du succès par rapport à ce que c'est produit, parce que bon, c'est clairement pas au niveau de Loki, tout ça, je pense, non. Au niveau des chiffres, mais apparemment ils sont confiants dessus, donc voilà. Après, moi, j'aimerais bien qu'ils changent de DA, mais ça, j'y crois peu. What If, ça changera pas de DA, non, je pense pas. Je pense pas, non. Je pense que ça sera la même animation. Ouais, mais je sais plus ce que je voulais dire, Mais ouais, non, oui, j'ai l'impression que l'animation, ils vont plus vite aussi. Enfin, je sais pas, parce que tu sais, X-Men 97, ils ont déjà fait pratiquement la saison 2. What If, ils sont déjà sur la saison 3, donc je sais pas. Bah après, on sait pas combien de temps ça fait que la saison 2, elle est finie. Ça se trouve, ils sont déjà en train de faire la saison 3, parce que la saison 2, elle est finie depuis un moment. Mais il y a un truc bizarre avec What If, c'est qu'à l'époque de la saison 1, on nous disait que la saison 2, elle allait arriver l'année prochaine, parce qu'ils étaient déjà super avancés dessus et tout. Quand même, ils avaient coupé, tu sais, la saison 1 en 2. Et en fait, ouais, mais c'est peut-être ça, ouais. Ouais, mais en fait, tu vois, elle est finie, elle arrive là 2 ans après, quoi. Ouais, mais c'est ça que je dis, ça se trouve, elle est dans les cartons depuis un moment, la saison 2, en fait. C'est qu'elle est finie et que ça fait un moment, sauf qu'ils bossent sur la saison 3, même. Ouais, c'est possible, mais c'est bizarre qu'ils repoussaient autant, mais ouais, c'est possible. Bah après, il y a eu les problèmes de calendrier, tout ça, bon, voilà. Ouais.
C'est un beau bordel. C'est un très beau bordel. Mais en tout cas, voilà, on a trois séries d'animation l'année prochaine. Voilà, on a le planning. Donc il y a 6 productions Marvel Studios l'année prochaine. Donc il y a Echo qui arrive en janvier. Ensuite, on a X-Men 97. On a le film Deadpool 3. On a la série sur le Wakanda. On a Agatha. Et puis on a une série d'animation Spider-Man. C'est ça, un film, 2 séries et... De séries live action. 3 séries ouais, c'est ça. et 3 séries d'animation. Donc voilà. Pour une fois qu'il y aura plus de trucs d'animation que de trucs live. C'est vrai. C'est Marvel. Alors que pour l'instant, on a eu que What If saison 1. On n'a rien eu d'autre. Si, on a eu I Am Groot, mais bon. Et bah, c'est fini pour cette semaine, Ista. Ouais, c'est fini. Et ben on va passer aux sorties de la semaine. On a 2-3 grosses sorties de cette semaine et à commencer par le blockbuster français, Ista de Pâté. On va vous parler de la suite des 3 mousquetaires d'Artagnan, les 3 mousquetaires Milady. Si vous me tuez, vous ne saurez jamais où est Constance. Constance Bonacieux est enlevée sous les yeux de D'Artagnan. Dans une quête effrénée pour la sauver, le jeune mousquetaire est contraint de s'allier à la mystérieuse Milady de Winter. Alors que la guerre est déclarée, Athos, Porthos et Aramis ont déjà rejoint le front. Par ailleurs, un terrible secret du passé va briser toutes les anciennes alliances. Tel est le synopsis de la suite des 3 mousquetaires, donc le blockbuster à 35 millions, donc 35 millions chaque film de Martin Bourboulon, qui était déjà là dans le premier. On va peut-être récap un petit peu ce qu'on pensait du premier. Moi, j'avais trouvé que c'était un film moyen, voilà, très moyen, qui était pas très intéressant, voilà, qui avait des beaux costumes, des beaux décors, mais voilà, qui était surtout mal joué, quoi, qui avait une histoire pas très intéressante, voilà, de revisite des 3 mousquetaires. Enfin, toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Ista? Ouais, bah pareil que toi, aussi moyen. C'est vrai que c'était plutôt joli et tout. Après, en fait, bon, c'était moyen. Et puis les acteurs jouent comme des patates. Et à part 2-3 qui sortent un peu du lot, mais sinon, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai à peu près le même avis. Il y a rien d'autre. J'ai pas grand-chose à rajouter à ce que t'as dit. Ouais, voilà. Après, c'est pas le pire, genre, hein, si on devait comparer au blockbuster américain, ce serait pas le pire blockbuster de l'année, tu vois. Mais bon, moi, je trouvais pas ça intéressant. Et, tu veux commencer? Je peux commencer, écoute. Comme tu veux. Ouais, bah, c'était moyen aussi. Je sais que moi, l'histoire, j'ai pas tout compris. Enfin, j'ai trouvé que c'était un peu confus comment c'était raconté. En fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 histoires dans une histoire, et c'est un peu t'as D'Artagnan là qui cherche Constance. Lui, c'est que ça. Et à côté, t'as une autre histoire de trahison, de machin et tout. Mais j'ai beaucoup de mal avec cette histoire. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à la suivre. Je sais pas. J'ai trouvé ça un peu alambiqué, un peu compliqué. Je sais pas si c'est moi. C'est possible que c'est à moi, mais. Ah non, je suis d'accord. Ah d'accord. Là, l'intrigue, elle est complètement confuse. Ouais, ok. En fait, j'ai l'impression qu'il y a trop d'intrigues. Ouais. Et qu'il y en a 2, et les 2 principales, et ça arrive pas à se rejoindre, genre. Ouais, c'est ça. Bah, tu sais, d'un côté, on a Milady et D'Artagnan, là, qui sont leur quête pour retrouver Constance, et de l'autre côté, on a un complot avec le roi et tout. Et en fait, ça se rejoint jamais les 2. Tu sais, genre, c'est toujours ils sont toujours en parallèle, mais ils ont aucun. Les 2 se répondent pas du tout, quoi. Ouais, t'as l'impression d'avoir 2 films dans un film, quoi. Ouais, c'est ça, et en plus, j'arrive pas à comprendre, surtout le complot, là, et tout, je comprends rien. genre, je comprends pas contre qui ils sont, c'est quoi ce qu'ils font, genre, je comprends pas, tu vois. Ah, moi non plus, donc ça va, c'est pas moi. J'ai cru que c'était moi qui avais mal suivi le film ou quoi, mais d'accord. Non. Ouais, ce niveau réel, il y a la shaky cam m'a fait mal au crâne. À un moment, c'était trop. Je trouvais que je trouve qu'elle fait n'importe quoi. Genre, elle fait à un moment, il y a juste un plan sur le. C'est quoi, elle cherche. Donc, Milady cherche des papiers dans un bureau et la caméra, elle est en mode shaky cam. Je suis en mode, mais pourquoi la caméra fait ça? Elle filme sur les papiers, elle remonte la tête, elle regarde la porte. Enfin, j'ai trouvé que la caméra faisait n'importe quoi et j'ai trouvé que c'était trop, quoi. En fait, il y a du mouvement pour faire croire qu'il se passe quelque chose alors qu'il se passe rien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Aussi, des fois, on voit rien, je trouve. Des fois, je trouve il fait nuit, on voit pas grand chose. C'est vachement gris, quoi. Il y a tout un passage où il y a une bataille dans la nuit et on voit des ombres. Voilà. On voit des ombres se balader. Et ouais, je trouve que les acteurs aussi. Moi, j'ai un gros problème avec François Civil dans ce film, j'y arrive pas. Comme exemple, je reprends la scène du bureau. Voilà, il y a un chien qui les attaque. Et je suis censé me dire, il a peur et tout, parce qu'il y a un chien, mais il dit juste, ouais, j'aime pas les chiens. Et il se barre comme ça.
J'ai d'accord. On dirait il en a rien à foutre. Ouais, c'est ça. C'est trop bizarre. Cette façon de jouer, là, je trouve ça trop bizarre. On dirait juste qu'il récite son texte et puis il se casse, quoi. Bon, après, ouais. Bon, il y a le loup-garou qui fait son truc. Bon, ça, c'était comme dans le 1, où il est en roue libre. Je sais pas trop ce qu'il fait, mais... Et ouais, Vincent Cassel, je trouve pas très convaincant non plus. Ouais, Pio Marmaille, ça va. Hein. Pio Marmaille, Eva Green, ça va. Hein. Mais en général, j'ai quand même du mal. Donc, bon, pas ouf. Voilà. Ouais, bah écoute, je suis plus ou moins, je suis plutôt d'accord avec toi même. Mais même, je suis peut-être même un peu plus sévère parce que je pense qu'il est vraiment, enfin pas vraiment, mais il est moins bon que le premier celui-là. Genre vraiment, là pour le coup, au moins l'intrigue du premier, tu la comprends. Tu la comprenais, tu vois, là, enfin il y a même des personnages qui sont complètement mis de côté, quoi. Je pense à Porthos et Aramis qui ont une intrigue secondaire qui prend de la place dans le récit où c'est une intrigue comique avec la sœur d'Aramis et tout, mais tu te demandes ce que ça fout là. Oui, tu te dis mais pourquoi ils sont là? C'est juste pour que ces persos ils aient quelque chose à faire parce que sinon ils font rien du récit de cet épisode là. Ouais. Du côté acting, c'est toujours à côté de la plaque. Alors vraiment ils sont tous à côté de la plaque, sauf Louis Garrel que moi je trouve vraiment ridiculement drôle, qui était déjà dans le premier, mais là de toute façon on le voit quasiment à peine. Oui. Il a parlé bizarre où il parle en pause comme ça, il fait oui, alors, enfin je sais pas, mais moi je trouve bien parce que ça se voit le mec qui essaye d'être charismatique mais qui arrive pas. Ouais, est-ce que c'est vraiment ça qu'il cherche à faire? C'est ça ou c'est bah si parce que le roi il est ridicule, enfin il est vraiment ridicule, et même dans toutes les adaptations toi oui. Je sais pas si tu te souviens de celle de Paul W.S. Anderson aussi, il était ridicule, le roi qui est toujours sa femme qui est complètement qui se fout un peu de sa gueule et tout, tout le monde se fout un peu de lui, quoi, mais il essaye d'être le roi et tout, il y arrive pas, et ça je trouve ça il le joue bien, Louis Garrel, pour le coup. Et comme t'as dit, Porthos il est très drôle, Pio Marmaille, voilà, ça lui va bien, mais bon, vu ce qu'il a joué en fait, ouais. T'as envie de dire, mais mec, retourne dans Yannick, s'il te plaît, t'es trop bien là-bas, et nous fais pas ça, quoi. Enfin bref. Sur le coup là, il y a pas de personnage développé en fait dans ce truc-là. Encore dans le premier, ils essayaient de faire un truc, mais là, tous les autres persos, Vincent Cassel, Pio Marmaille, le roi, le frère du roi, tout ça, ils sont mis de côté, mais complètement, il y a rien, il y a pas d'avancement dans ces personnages. Il y a que Milady et D'Artagnan qui ont un semblant de... Ouais, D'Artagnan, il fait juste qu'il crie Constance juste pendant tout le long du film. Ouais, mais voilà, je veux dire, c'est en tout cas on le suit, tu vois. Oui. Donc, c'est lui le héros, donc voilà, mais ils essaient d'installer une tension un peu romantique, sexuelle entre Eva Green et François Civil. Je trouve que ça marche pas du tout. Genre parce que elle est en mode, tu sais, c'est une femme fatale, mais cliché de fou là, qui susurre dans son oreille des trucs. Et lui, il a une tête de benet, genre tu sais, on a l'impression c'est un peu un benet un peu naïf, tu vois, mais bon là il le joue vraiment, t'as envie de lui mettre des claques, quoi, ce D'Artagnan, quoi. Et il y a toute une intrigue sur le François Civil et le personnage de Constance, du coup le personnage de Lina Kudryk et Constance. Et en fait dans le premier il y avait pas d'alchimie entre eux, je trouve. Genre vraiment pas, genre. Et là en fait le problème c'est que dans ce film là il y avait besoin d'émotion et de sentir vraiment un amour entre eux. Et là il y a ce qu'il y a malheureusement pas, tu vois. Non, bah non. Et je pense que le scénario en avait cruellement besoin, parce que vu ce qui se passe dans le film et tout, enfin, il y avait vraiment besoin d'émotion à certains moments, et ça marche pas, quoi. T'es en mode, non, je sens rien, les gars. Et sur la tête de D'Artagnan, t'as l'impression qu'il sent rien, François Civil aussi, donc ça aide pas, tu vois. Et ouais, comme t'as dit, les plans séquences, faut arrêter, quoi. Ouais. Je sais qu'ils ont fait les plans séquences parce que ça fait cool. Je sais que c'est la seule raison pour laquelle ils ont fait ça, mais c'est pas du tout maîtrisé, quoi. Il y a des fois où ça va, genre tu sais, à un moment il saute du château, il tombe dans l'eau. Là, je trouve ça donne un truc sympa, mais je crois qu'elle était dans le bon parce qu'ils se sont dit aussi, ouais, elle est sympa celle-là. Bah c'est la première séquence, ouais, qui est pas dégueu, où en fait on suit François Civil et en fait il se bat pas trop, plus il fuit et tout, donc là ça marche plutôt bien, tu vois. Ouais. Mais les combats, je m'en souviens d'aucun, et le combat final avec Milady, enfin il est plus à refaire, ça. C'est vraiment, mais une honte, quoi. C'est comme t'as dit chez Kikam, en plus à foison, quoi. Et la caméra en fait elle se contente de suivre les comédiens, mais elle a aucune idée de comment représenter l'intensité d'un combat ou quoi. C'est dramatique, quoi, ce combat de fin dans la grange et tout, quoi. Ouais. Et moi j'ai un problème, c'est que le film il s'appelle Milady et je trouve qu'on la voit pas tellement dans le film Milady. Enfin, par exemple, je sais qu'à un moment il y a un bon moment ou bien 30 minutes où tu la vois pas et je me suis dit attends, le film il s'appelle Milady, non? Ouais, après ça, je pense que voilà, il fallait trouver un titre.
Ils avaient déjà trouvé D'Artagnan, donc voilà, ils ont mis Milady, qui est censée être le sang de l'indé. Mais il y a un manque de développement fou chez elle aussi, hein, pour que ça marche, tout ce qui se passe avec elle, sans spoiler, mais surtout vers la fin, voilà, c'est complètement balancé. T'as juste un flashback vite fait là à un moment, mais bon, c'est complètement nul. Et ouais, il y a un gros problème aussi dans ce film, c'est que à la fin, t'as plusieurs fins, mais t'as la fin du combat avec Milady qui est plat, qui est nul à chier. Et après, t'as le climax de la révélation du complot. J'ai jamais vu un climax aussi plat de ma vie, quoi. J'ai cru que c'était pas la fin. Genre, tu sais, quand ça arrive, il y a un genre de procès ou je sais pas quoi. Oui, c'est expédié en 2 minutes, et puis c'est fini, tu fais, ah, c'est fini, là. Ouais. Et alors là, qu'est-ce qu'ils nous font à la fin aussi? Cliffhanger. Non, je me suis dit non, ils ont pas fait ça. Et à la fin, ils te laissent sur un cliffhanger, quoi, comme une série, comme le premier en fait presque. Et t'es en mode donc du coup ils prévoient encore des suites. Alors non. Ils te mettent une fin ouverte ils prévoient des suites si ça marche. Non. Il y a des trucs prévus, mais c'est des séries sur Disney+, en spin-off. Attends, ils prévoient des séries sur Disney+, en spin-off. 2 séries. Je crois qu'il y en a une sur Milady quand elle est enfant ou un truc comme ça. Non, tu te fous de ma gueule. Et il y en a une qui s'appelle The Black Musketeer. Je sais plus c'est quoi, mais il y en a. Je suis tombé sur l'article de. Je sais plus, c'était. Je crois que c'est le compte Disney Phil qu'on a parlé ou un truc comme ça. Tu me trolles. Non, je te troll pas, vraiment. Non, mais comment ils vont pas faire ça? Non, franchement, là, j'y crois pas. C'est sûr. Mais après, je pense qu'ils veulent peut-être étendre l'univers, mais la suite, je pense qu'ils la veulent au cinéma, pour le coup, je pense. Ça, peut-être, mais en tout cas, il y a Parce que l'enfance de Milady. Ouais, il y a le développement d'univers avec, voilà, je vais retomber sur l'article. Il y a 2 séries spin-off autour des 3 mousquetaires. Une série sur la jeunesse de Milady. Après, je pense que ça, Black Musketeer, je pense qu'il parle peut-être du personnage d'Hannibal dans le film. Ouais, The Black Musketeer, ouais. On a même les créateurs et tout, on sait qui est dessus. Les 2 projets sont produits par Pathé, Chapter 2 et Fargo. C'est les scénaristes des films Les 3 Mousquetaires, Mathieu Delaporte et Alexandre Delapelletière seront les showrunners. Voilà. Ok, donc ils sont chauds pour faire des séries, il faut peut-être temps d'arrêter. Ce sera sur Disney+. Ouais, bon bah écoute, en tout cas ça correspond bien à cette fin qui est un genre de produit sériel qui nous mettent au cinéma là, à portée de Marvel, et là ils essayent de faire la même en France, mais bon, je sais pas si c'est très pertinent. Mais en fait je me suis posé la question, je me dis à la fin, est-ce que on dirait un épisode de transition de série? Oui, il y a un côté comme ça, ouais. C'est en fait une petite aventure où rien n'est résolu, rien n'est développé, c'est un peu en stand-by, et puis voilà, puis on attend le prochain épisode, quoi. Ouais, c'est complètement nul, quoi. Moi, je pensais que ça allait être 2 épisodes et la fin, voilà, et c'est fini et puis au revoir. Mais parce qu'ils ont annoncé que 2 films. Ils avaient annoncé que 2 films, mais ils ont pas du tout annoncé un 3e film. Donc là, ils balançaient un truc comme ça à la fin, en mode. Enfin bref, moi je trouve ça un peu honteux cet épisode-là. Ouais, c'est moins bien que le premier. Et je me pose encore la question de pourquoi faire des blockbusters à l'américaine si c'est pour faire des trucs moyens comme ça. Après oui, c'est niveau moyen américain, ça c'est sûr, moyen nul américain. Mais bon, est-ce que c'est si pertinent de faire ça? Je trouve vraiment pas, quoi. Je sais pas. Après ça marche, donc tu peux. Enfin, niveau production. Ah, je suis pas sûr que ça marche tant que ça. Ah ouais, ok. Je sais pas. Parce que non, mais en fait, le premier, il a plutôt bien marché, mais le deuxième, vu qu'il fera moins que le premier c'est pas un succès de malade, tu vois. Ouais. Je pense que ça va avoir du mal à se rembourser, parce que quand même, c'est 70 millions les deux. Vu comment il est parti le deuxième, je pense pas qu'ils vont réussir à se rembourser vraiment, quoi. Après, je crois pas qu'ils s'exportent non plus tant que ça. Ouais, il y a ça aussi. Donc voilà, après faut voir combien ils rapportent en DVD, VOD, tout ça, mais en tout cas, même si c'est un succès, je crois pas que ça leur rapporte. Genre, je crois pas qu'ils ont triplé leur budget de base, tu vois. Non, après moi je peux comprendre l'idée de vouloir faire un film à grand spectacle, voilà. Non, mais pour faire ça, s'il te plaît. Oui, non, mais pour faire ça, ok, mais bon. Ils auraient pu moi, je comprends pas juste pourquoi une approche américaine, quoi, là, faire des coups de gros plans séquences et tout là, mais enfin, je trouve ça nul, vraiment. C'est nul parce que c'est pas maîtrisé. C'est nul parce que c'est pas maîtrisé, mais surtout pourquoi tu veux faire la même chose que les Américains? Au mieux c'est maîtrisé, mais c'est des trucs qu'on a déjà vus. Après tu peux être, je sais pas, genre tu vois, Besson c'est ce qu'il faisait, avec le 5e élément, tout Besson ça. c'était c'était des films américains en France, quoi. Ouais, c'est ça. Le dernier là. Valérian, c'est pourquoi il a pas marché, c'est parce que c'était tellement un truc de SF générique qu'on a vu 500 fois aux États-Unis que voilà, oui, on s'en fout. C'était nul. C'est ça.
Enfin bon, moi voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce truc. C'est raté, voilà, c'est vraiment raté. Et mention spéciale au récap de début qui fait vraiment s'irriter les à balles. C'est abusé. J'ai jamais vu un film qui commence comme ça, comme avec le Previously. On a vraiment ça quoi. C'est vraiment ça quoi. Ouais. Et voilà, pour finir sur quelque chose de bien, les décors et costumes sont toujours sympas. Voilà. Oui, ça aussi, ça m'a un peu choqué. Ouais. Par contre, la photo, je la trouve dégueulasse. Le jaune, marron là et le gris. Après là, je la trouve vraiment. Je trouve qu'elle est moins marron, mais elle est plus jaune pisse. Oui. Jaune pisse, ouais. Parce qu'elle est pas, c'est pas le beau jaune de Seven ou des trucs comme ça. Là, c'est vraiment du jaune pas beau. Quoi. Enfin bref, voilà, bon, on peut passer à autre chose. T'as des choses à dire dessus? Non, c'est bon. Bon bah alors on va passer sur un truc plus dans l'esprit de Noël, Ista. Et oui, un petit bonbon de Noël, un petit chocolat de Noël. On va parler de la nouvelle adaptation de Roald Dahl, Wonka. Here we go, Mama. Mark my words, this is gonna be the greatest chocolate shop the world has ever seen. Découvrez la jeunesse de Willy Wonka, l'extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l'univers féerique de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Dans le film Wonka, Timothée Chalamet incarne ce jeune homme débordant d'idées et déterminé à changer le monde avec gourmandise. C'est la nouvelle adaptation libre du roman de Roald Dahl de Charlie et la chocolaterie, sauf que cette fois, il n'y a pas de Charlie, il n'y a pas de chocolaterie. C'est juste Wonka qui est plus jeune et qui veut ouvrir sa chocolaterie. Bah écoute, je vais commencer, je pense. Ouais. Moi, j'ai pas vu le premier film de Charlie et la chocolaterie là de 1971 là. J'ai vu que la version de Tim Burton qui est assez spéciale, qui est que j'aime pas tellement parce que c'est un film à sketch qui est pas très intéressant mais qui avait des idées intéressantes au niveau de la DA. Ici Wonka, donc le réalisateur du coup Paul King qui a réalisé les deux Paddington là qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre que j'ai toujours pas vu mais bon apparemment c'est bien. On retrouve une certaine patte voilà, univers féerique, c'est plutôt bien réalisé, moi je trouve Wonka pour le coup, il y a des bonnes idées visuelles, des bonnes transitions aussi qui sont super, il y a des incrustations de dessins dans l'image qui sont hyper bien faites, tu vois, et qui c'est enfantin en fait, en vrai. Il y a des très bonnes idées aussi de placement du personnage, il y a le moment où Wonka, il cherche une idée, et au moment où il y a une idée, il y a la lampe au-dessus de lui qui s'allume, et ça c'est un truc que même les enfants ils comprennent parce qu'il y a déjà ça dans les dessins animés de quand on est petit quoi. Il y a une très belle photographie avec pas mal de couleurs. J'ai appris que c'était le chef-op de Park Chan-wook, celui qui a fait All Boy et tout, qui a fait ça. Ce qui est très perturbant de savoir qui est passé de Park Chan-wook à faire de Wonka, ce qui n'a vraiment rien à voir dans le style. Et il y a une DA qui est pas dégueu. Voilà, il y a certaines idées, mais je ne comprends pas les louanges vis-à-vis de la DA de ce film, parce que je la trouve vraiment loin derrière les autres. Enfin, des images que j'ai vues de celui de 71 et du film que j'ai vu de 2004-2005 de Tim Burton, parce qu'il y a un côté beaucoup plus numérique, je trouve ici, et je trouve que ça se sent. Je trouve que ça sent de ouf le côté numérique, alors que celui de Burton, qui a plein de défauts, qui a plein de trucs, mais il y a vraiment un truc de reconstitution en dur. Bon, ils avaient pété la tirelire, hein, 250-200 millions de dollars, mais voilà, il y avait vraiment, je sais plus si c'est 250, mais en tout cas, ils avaient pété la tirelire pour faire un vrai truc en dur avec un vrai univers burtonien. Voilà, avec une chocolaterie que j'avais vraiment envie de visiter, tu vois, pour le coup, avec plein d'idées visuelles, voilà. Et je trouve que ça me transportait plus que là où il y a un effet beaucoup plus numérique. Ça invite beaucoup moins en rêve, je trouve. Mais c'est l'ambition du film, parce que c'est un numérique tout lisse. Et moi, c'est un des premiers problèmes que j'ai dans le film, c'est que j'ai un peu du mal à y croire. J'ai un peu du mal à y croire à ce truc-là, à cet univers. Mais il y a quand même des bons trucs. Moi, je l'ai dit que c'était plutôt bien réalisé. Il y a quand même un casting qui est plutôt bon dans l'ensemble. Je pense à, comment c'est celui qui fait le Oompa Loompa, Hugh Grant. Et surtout, les méchants aussi, voilà, ils sont bien caricaturales. Et surtout, Olivia Colman, elle est super, Olivia Colman, à chaque fois. Mais là, elle s'amuse de fou, quoi, à faire une méchante esclavagiste complètement folle. Qui est amoureux de son... qui tombe amoureux de son... Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, de l'autre esclavagiste aussi, quoi. Enfin, bref, il y a des trucs sympas. J'ai juste un problème, et c'est avec le casting. Mais putain, et le gros problème, c'est que c'est le problème... Enfin, c'est le casting central, quoi. C'est Timothée Chalamet. Moi, je suis pas fan de Timothée Chalamet. Pour le coup, voilà, j'ai pas vu de trucs transcendants. Je trouve pas mauvais acteur, mais voilà, j'ai jamais vu dans un truc vraiment transcendant. Et le personnage de Wonka, qui est un peu différent de celui de 2005 ou peut-être même celui de 71,
trouve, il a toujours un côté un peu décalé, tu vois, oui. personnage, un côté un peu étrange, un côté un peu fou. Et là, je trouve qu'il incarne pas du tout ça, Timothée Chalamet, tu vois. Il a ces mimiques qui sont pas du tout naturelles, tu vois. Ils sont très chorégraphiés, je trouve. Et je reviendrai aussi au niveau des chansons. Et dans ces mouvements, je sens les indications de, tu sais, on pourrait presque voir la marque sur le sol de croix où il doit se déplacer, tu vois. Ah oui, tu l'as vécu comme ça, ok, d'accord. Et je trouve, beaucoup moins maîtrisé que Johnny Depp. Bon, après, Johnny Depp, il avait l'habitude aussi de jouer des trucs comme ça, quoi. Mais je trouve que ça allait mieux à Johnny Depp qu'à Timothée Chalamet. Et surtout que je crois qu'il y a un problème, c'est que son personnage, il est pas en décalage vraiment. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnages qui sont en décalage, en fait, dans le film, en fait. Ah bah, donc, en fait, décalé dans le film, ouais. Enfin, les méchants et tout, enfin, ils sont un peu, voilà. Et du coup, son personnage, il paraît beaucoup moins étrange, tu vois, beaucoup moins décalé. Et je trouve que pour son personnage, ça joue beaucoup moins, parce que je trouve vraiment que son personnage, il est vraiment lisse au final. Parce qu'il est pas pareil que celui de 2005, et je pense fort heureusement, parce que celui de Johnny Depp, il pète des câbles complètement, quoi. Genre, il est vraiment cruel, enfin, il tue les enfants, limite. Enfin, c'est vraiment malade. Et là, il est vraiment lisse dans sa personnalité, il est juste gentil, tu vois. Genre, et c'est un problème que j'ai dans tout le film, c'est que c'est un genre de film de Noël, tu vois, et genre tous les personnages, il y a pas mal de personnages comme ça, quoi, hyper lisses, où genre c'est un magicien, là pour le coup il est vraiment magicien, là ça fait très conte de Noël, tu vois, genre c'est que des trucs comme ça, et moi faut savoir que j'aime pas du tout les trucs de Noël. Oui, il y a ça aussi, hein. Parce que, ah oui, non mais complètement, et là on est vraiment dans ça, dans son personnage, quoi, et il y a aussi un autre personnage que j'aime, enfin pas dans le film, c'est pas que j'aime pas, mais qui a un parcours classique de ce genre de film, c'est la fille orpheline, quoi, qui prend une grosse place, parce qu'elle a un vrai parcours presque autant qu'Wonka dans le film, quoi, et son personnage c'est le plus vu, le plus pas intéressant que j'ai vu, quoi, genre c'est une orpheline qui veut une famille, enfin tu sais, qui est à la recherche de sa famille, et il y a un secret lourdingue là derrière, enfin bref, moi je trouve ça pas intéressant de ces films de Noël là. Il y a Loompa Loompa de Hugh Grant qui est mis là au forceps dans le film pour faire un Deus Ex Machina à la fin, mais sinon il a rien à faire là, même si je trouve que Grant il est super, hein, en tant qu'acteur dans le film, il est succulent, je dirais même, pour reprendre des phrasés un délice. Voilà, un délice. Oh, putain. Et voilà, c'est une genre d'intrigue classique de film de Noël où le capitalisme refuse de faire vivre les rêves des gens de Noël, et avec plein de sentiments, tu sais, avec plein de bons sentiments, ils vont réussir à se défaire de ça, même si on n'est pas dans le pathos non plus, hein. Le film il est pas en train de te faire un gros tire-larme non plus à la fin, même si voilà, il y a des gens qui ont pas apparemment pleuré. Et voilà, et l'intrigue elle met un peu de temps à se mettre en place. On a une trame vraiment, voilà, qu'on voit venir, mais bon, c'est pas un si gros problème pour les gens qui aiment ça, je pense, ce genre de film bonbon de Noël. Moi, voilà, c'est des genres de films que j'essaie d'éviter à tout prix. Et voilà, c'est des films, je trouve, très lisses, qui racontent pas grand chose. Et d'ailleurs, les chansons, je sais pas si c'est moi qui ai un problème avec les chansons, mais je m'en souviens d'aucune. Je pense que oui, quand même, parce que je vais en parler. Je les trouve niaises, encore une fois, dans cette logique de Disney de Noël. Tu vois. Tu vas te faire taper par les fans de 71. Mais je crois qu'il y a une des parties des chansons qui reprend celle des anciens. Ah, c'est ça. Mais là, en tout cas, mais même de toute façon, au pire, j'aime pas les chansons dans la mise en scène. De toute façon, c'est zéro, hein. Enfin, dans les chorégraphies, c'est parce que t'as pas, y a pas de Ah non, mais même ce niveau-là, je trouve qu'il y a aucune virtuosité dans les chansons, enfin dans les chorégraphies, quoi. Il y a aucun moment, en fait, il y a aucune chanson qui ressorte vraiment où je me dis putain, ça prend vraiment une certaine envolée, comme tu peux avoir dans, je sais pas, hein, La La Land, même Moulin Rouge que j'aime pas, où là ça part vraiment dans des délires, quoi, complètement fou. Là, en fait, tout le film est lisse et plat pour moi. Voilà, c'est ça le problème du film. Et voilà, c'est pas un mauvais film, c'est juste que c'est pas du tout mon genre de film. Et après, par contre, faut arrêter de me faire croire que c'est un bon blockbuster, je sais pas quoi. C'est pas forcément mieux que The Marvels, hein, tu vois, ce genre de film, je trouve. Okay. Mais bon, voilà. Moi, j'aime bien The Marvels. Laisse-moi The Marvels tranquille. Oui, mais je veux dire, The Marvel est considéré comme un blockbuster moyen et tout. Je trouve pas que Wonka est tellement mieux, vraiment mieux, quoi. Voilà. Oui, ok. Moi, le côté conte et tout, moi j'aime bien ça. Enfin, moi ça marche sur moi, ce genre de truc, ce genre de délire. Je crois que j'aime bien Noël. J'aime bien la période de Noël, le côté la neige et tout, côté conte, des histoires de gentils contre les méchants. Moi, ça marche un petit peu sur moi quand même, ce film-là. Je sais qu'au début j'étais plutôt dedans, j'ai trouvé plutôt cool justement, mais au début, en fait, le côté qui était calé, je le sens plus au début du film.
Parce qu'au début, il voit des gens dans le marché et tout, et en fait, t'as l'impression que c'est lui qui est décalé, mais après, c'est vrai que c'est un peu tout le monde, quoi. Donc oui, c'est peut-être... C'est un peu le problème que j'ai eu avec... bon, ça a rien à voir, enfin, quoique, il y a un truc, c'est la série Mercredi, où j'ai vu le début, et en fait... Mercredi, c'est un personnage hyper décalé normalement dans l'univers où elle est située. Et en fait, là, elle va dans une école où en fait tout le monde est bizarre. Donc en fait, elle a plus rien de spécial. Et c'est un peu ça. Il y a un peu de ça, je suis d'accord. Moi, Timothée, après, moi, je l'ai vu en VF, le film. Moi, sa VF, elle lui donnait un côté sympa. Timothée Chalamet, je trouve qu'il était attachant, quoi. Je pense que c'est sa VF qui donne plus le truc. En VO, je sais pas, je l'ai pas vu. En vrai, je sais pas trop quoi dire sur le film parce que pour moi, ça passe. Ça se regarde bien. Après, il y a des blagues qui m'ont un peu énervé, notamment celle sur le personnage qui devient gros, et voilà, trop marrant, il est gros, il peut plus sortir de la voiture, c'est le lol. Faut arrêter avec la grossophobie, quoi. Voilà, mais bon, c'est... Surtout que c'est des gags sur les gros qu'on a vu 50 000 fois. Ouais, c'est ça. C'est pas un truc subtil, je sais pas quoi. Mais... Non, pas du tout. J'ai rattrapé ce matin, Charlie et la chocolaterie de 1971. Ah ouais? Ouais. Je me le suis maté. Il est sympa, franchement. Je le conseille, il est cool. Et en fait, les chansons, il y a une chanson qui s'appelle Pure Imagination. Et en fait, j'ai appris hier là que c'est un énorme carton, surtout aux États-Unis, je crois. Parce que sur YouTube, c'est énormément de vues, la chanson. Donc, ils la reprennent, en fait. Ils reprennent celle-là, ils reprennent la chanson des Oompa Loompa. Oui, mais je crois que celle de Tim Burton reprenait celle de Oompa Loompa, je crois aussi. Enfin, je sais plus, mais... je crois pas, parce que j'étais voir c'était quoi les chansons de Burton, et c'est des trucs originaux faits pour le film. Je crois pas qu'il y ait des trucs repris. Ouais, je peux le dire, c'est horrible. Quoi? Les chansons de celui de Tim Burton, je sais qu'elles étaient nulles à chier. Ouais, j'ai regardé, je me les suis écouté là sur YouTube, je me suis maté des extraits, et non, c'est les plus nuls qu'il y a eu dans les 3 versions. Enfin, même si c'est pas vraiment une version de Charlie et la chocolaterie là, mais ouais, et puis c'est marrant parce que je trouve que dans Wonka et les chansons, il y a quand même plus une vibe Disney que Wish, quoi. Je trouve qu'il y a plus une vibe Disney, mais je pense que c'est le côté enchanteur, tout ça, dans les chansons de Wonka que dans Wish. Ah, je suis d'accord. Mais de toute façon, le film, pour moi, c'est un film Disney Noël. Hein. Genre vraiment, c'est vraiment ça, quoi. Ouais, il y a complètement, je suis d'accord. Ça fait un peu film Disney. Moi, je pense que je pourrais le conseiller à une famille ou quoi qui me dit est-ce que je peux aller voir ça? Je dis oui, tu peux aller voir, c'est sympa, ça se regarde, quoi. Voilà, c'est le film de Noël. Franchement, c'est le film de Noël parfait, quoi. C'est pas un énorme film incroyable et tout, mais ça va. Moi, je pense que c'est un film qui marchera moins bien à la période de Noël, tu vois. Parce qu'il est vraiment fait pour ça. Quand je le vois, je me dis c'est vraiment le film à mater quand c'est Noël, quoi. Ok. Bon, les chansons, voilà, il en est sympa, comme je disais. Moi, je trouve ça s'écoute bien. J'ai écouté la BO, je la trouve plutôt sympa. Mais ouais, en fait, pour moi, en fait, ça s'arrête à sympa, voilà. Et puis il y a des blagues que j'aime pas. Au début, j'étais plutôt dedans. Au bout d'un moment, j'ai un peu lâché. Vers la fin. Et vers la fin, je pense que ça devient un truc un peu. Qui part en ligne droite, quoi. Et donc, ça devient moins intéressant aussi, je pense. Parce qu'au début, c'est un peu intriguant et tout. Mais après, voilà. Puis bon, après, là, Oompa Loompa, je suis d'accord avec toi. Il met au forceps pour faire le lien avec Charlie et la chocolaterie, quoi. Pour faire la Wonka Origins, tu vois. Donc, ça se regarde, quoi. Ça se regarde. Je comprends pourquoi il marche, le film. Parce que oui, pour aller voir avec tes enfants et tout. Pourquoi pas? Voilà. Ouais, c'est pas un mauvais film, hein, mais c'est juste que, en fait, il y a un enthousiasme, en fait, autour du film qui a fait que, moi, quand je suis sorti du film, j'ai dit, ça passe, mais voilà, c'est pas incroyable non plus, et voilà, comme il y a eu cet enthousiasme, moi, j'étais un peu choqué, quand même, de ce truc-là, quoi. Ouais, mais tu sais, j'ai vu beaucoup d'enthousiasme sur Migration aussi, donc, des fois. Oui. Mais bon, voilà, je sais pas. C'est pas, en tout cas, moi, c'est pas mon truc. Je pense que les gens qui aiment bien, moi, en même temps, j'aime pas Timothée Chalamet, j'aime pas les films de Noël, j'aime pas les comédies musicales, ça fait tout pour me déplaire, mais je pense que quelqu'un qui aime vraiment ça, ce genre de vibe, il va aimer, donc, si vous aimez ça, n'hésitez pas à y aller, mais bon. Mais par contre, je voulais parler aussi du fait que c'est un musical, et ils l'ont pas vendu comme une comédie musicale. C'est ça aussi qui est intéressant. Parce que là, je sais pas si vous savez, mais il y a eu un article de Deadline qui disait que ils trichent sur ils les vendent pas comme des musicals parce que tu sais les tests, les screen tests qu'ils font là, généralement ils aiment pas le public, donc après ils lui mettent des notes de merde, donc ils trichent sur les ouais, c'est ça. Oui, en fait je crois qu'il y a une méfiance vis-à-vis des trucs, et c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui se retrouvent devant des films et après c'est une comédie musicale, après, soit c'est merde et soit c'est ok, j'aime bien. Moi c'est plutôt merde, voilà. Écoutez, voilà, c'est notre avis sur Wonka. Peut-être, allez-y si vous aimez bien ce genre de conte de Noël. Et là, on va se diriger vers un conte moins de Noël. Je sais pas comment introduire ça, mais on va aller sur Netflix pour parler de Poulet,
Parce qu'on aime bien le poulet, nous. Ouais. Et bah c'est peut-être un film qui va vous donner un petit peu moins envie de manger du poulet. Pour le coup, on va vous parler de Chicken Run, la menace Nuggets. We can do this. Face aux manigances suspectes de la ferme voisine, une bande de poulets audacieux se fédère pour se protéger d'une nouvelle et inquiétante menace, au risque d'y perdre quelques plumes. Ouais, c'est ça le nouveau film Chicken Run, 20 ans après le premier, avec un budget de 42 millions, de Sam Fell, celui qui a fait Paranormal. Je sais pas Paranormal, si ouais. Oui, je l'ai vu. Paranormal, j'avais c'est bien ça. aimé. Ouais, j'aime bien. Oui, qui a une bonne répute. Et bah, on se retrouve sur Chicken Run, la suite. T'avais vu le premier ? Non, moi j'ai pas vu le premier. Ah, t'avais pas vu le premier ? Non, j'ai jamais vu le premier. Le premier, ça parlait de... Bah, de toute façon, il y a un genre... Il y a un résumé montage, au début, ouais, il y a un genre de... mais très intéressant par rapport au celui des Trois Mousquetaires, c'est que le montage récap qu'ils font au début, ils l'intègrent à la narration, puisque c'est une histoire qu'on raconte, et c'est plutôt une bonne idée pour résumer du coup l'ancien film sans avoir un montage dégueulasse de série. Mais du coup, qu'est-ce que t'as pensé, toi, de Chicken Run 2 ? Je sais qu'au début, je me suis dit, waouh, ça claque visuellement. Tout le village qu'ils ont fait là pour les poulies, il est incroyable. Je trouve vraiment que c'est super beau. Les maquettes, elles sont folles. Hardman, ils sont forts, hein, clairement. Les personnages, comment ils bougent, l'animation, tous les décors. Super, ça, franchement. Mais après, je suis plus sceptique sur l'histoire, où en fait, j'ai trouvé ça très classique. Voilà, on a déjà vu des histoires comme ça, hein, le personnage qui part à l'aventure et qui se retrouve, voilà, et puis il faut aller les sauver, machin. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Je crois qu'ils font un truc inversé du premier film, parce que le premier film, ils s'évadent, et là, ils doivent rentrer dans un truc, ils doivent s'infiltrer dans un lieu. C'est ça. Donc c'est un peu Chicken Run à l'envers, mais après voilà, j'ai trouvé ça classique, je trouvais ça sympa, il y a quelques blagues qui marchent bien, il y a quelques trucs marrants, les personnages sont sympathiques et tout, ils sont cool à voir. Il y a la fille maintenant qui est un nouveau personnage, hein, si j'ai bien compris, parce qu'on voit sa naissance et tout, donc on est sur un film classique. Bon, ça essaye de dénoncer, je pense, un peu les fermes-usines, ce genre de trucs, les grosses usines qui tuent les poulets, machin. Je sais pas si c'est un récit pour les véganes ou pas, je sais pas, mais... non, mais après oui, ça dénonce les tueries des poulets, des chaînes. Voilà, C'était déjà le premier de toute façon, mais ça dénonce les tueries et les chaînes de production, de restauration aussi, celui-là. Ouais, là ça parle des fast-food notamment, ouais. C'est ça parle de nuggets et j'ai envie de nuggets maintenant qu'on en parle, mais ce film quand même est quand même. Après le film il parle plutôt des chaînes de restaurants genre McDo et tout qui font des campagnes publicitaires souvent mensongères aussi. Là on a toute cette affiche sur le camion où on a un poulet qui est trop content alors que bon il va se faire décapiter quoi. Et ils sont en mode on traite bien vos poulets quoi. Et il y a une bonne parodie de ces chaînes de resto et de leur marketing quoi, qui sont soi-disant heureux de mourir. Et j'adore dans le film qu'ils disent non mais il faut qu'ils soient heureux les poulets, pas parce que c'est bien de bien traiter les poulets, mais non parce que la chair elle est plus tendre. Oui, bah oui. Et t'es en mode vous êtes quand même des sacrés enculés quoi. Mmh. Mais ouais, comme t'as dit, le film c'est un peu l'inverse du premier, parce que le premier c'est un peu un huis clos où ils doivent s'échapper tout simplement, et là c'est un film un peu de casse qui est beaucoup plus coloré, beaucoup plus espacé. Voilà, on a toute cette intro dans leur truc complètement idéalisé, la stop motion impeccable. Bon, le film de 20 ans est impeccable au niveau de la stop motion aussi, hein. Il a pas vieilli, hein, foncé dessus. Il est un peu moins bien que le premier, parce que le premier, il avait un côté, moi je préfère le côté premier parce qu'il a un côté moins enfantin. Là, ils ont un truc un peu plus enfantin, quoi, pour le coup. Donc c'est ultra rythmé, ça va à 200 à l'heure, quoi. Et voilà, il y a une super animation. Là, encore une fois, la stop motion, le studio, il maîtrise ça super bien. Il y a quand même certains plans où il y a je sais pas combien de dizaines de personnages à l'écran en mouvement en même temps. Il y a des super idées visuelles dedans. Je pense il y a un côté Barbie Squid Game dans l'usine de rêve pour poulet où tout est en couleur et qui est vachement bien fait, quoi, qui fait carton-pâte, mais qui est bien adapté à cette idée-là. Il y a un genre de complexe de sécurité qui est complètement abusé qui nous est présenté. Il y a un côté hyper film d'espionnage, James Bond Mission Impossible, genre un genre de pastiche de ce genre-là qui est dans l'esprit, quoi. Enfin vraiment le personnage de Rocky, du coup qui est clairement un genre de Tom Cruise un peu raté dans le film, quoi, et voilà, et c'est assez marrant, quoi, de
de voir comment il détourne un peu les codes à ce niveau-là, quoi. Et après, voilà, l'intrigue est un peu basique. Voilà, les personnages, c'est cette fois-ci Molly, du coup la fille qui est en recherche d'émancipation, qui est l'exact reflet de sa mère dans le premier film, qui rêve de sortir de cet enclos, et elle rêve de sortir dans l'endroit où elle est complètement couvée, où la mère est complètement surprotectrice, parce qu'elle a été traumatisée par le fait de peut-être se faire buter, quoi. Et voilà, ça se base plutôt sur une relation mère-fille, quoi, le film, mais ça c'est classique, avec Rocky qui est plus en retrait dans celui-là, pour le coup, et qui est plus comique qu'avec les autres personnages. C'était pas lui le personnage principal dans le premier? Non, c'est toujours été Ginger. D'accord, ok. Mais Rocky, il débarquait dans ce lieu-là, quoi. Et il venait un peu troubler les choses. Et voilà, après, le film est très programmatique. J'ai quelques soucis au niveau de la narration, parce qu'il y a des grosses facilités quand même au moment de rassembler les personnages. Et à chaque fois, c'est « Oh, bah t'es là, oui, c'est vrai, putain, ça tombe bien quand même, putain, t'es là. » Bon, voilà, après, c'est pas si dérangeant que ça. Ouais, mais ça fait des vannes justement à un moment sur ça c'est drôle. Ouais, bah après, ils sont conscients, mais... Ah, mais elle est là, juste en dessous. Ça fait des bonnes vannes, mais voilà, ça, c'est pour cacher un peu quand même que voilà, le scénario est un peu basique. J'ai pas grand chose à dire, je pense que c'est un bon film, parce que l'intrigue est assez basique, mais je trouve que ça se joue plus visuellement, il y a des bonnes idées. Voilà, c'est une bonne suite, c'est pas honteux. D'accord. Non, pas du tout. Voilà, moi j'ai pas grand chose à rajouter dessus. Ouais, moi non plus, mais je pense que c'est pas, voilà, il y a pas des analyses de fou à faire dessus, c'est un film sympa pour la famille. C'est ça, bon voilà, c'est ça exactement. Donc si vous cherchez un petit film d'animation, en plus en stop motion, il y en a pas non plus 50 000, qui est très bien fait. Netflix, ils avaient déjà fait Pinocchio l'année dernière, qui était très bien fait là aussi, ça déroge pas là. Bon, c'était quand même un niveau au-dessus, peut-être. Ouais, Pinocchio, pour moi Pinocchio c'est que non, parce qu'il y avait quand même il y avait tout sous texte sur la mort et tout, enfin. Non, mais je parle juste en termes d'animation. Je sais pas. Mais je pense que Pinocchio a demandé beaucoup plus d'heures de travail. Je pense que c'est un travail titanesque quand même. Enfin, j'avais vu oui. C'est les behind the scenes et tout. Bon, après, les deux sont très bien. Chicken Run, il y a un moment, il y a un plan sur tout le village, tu vois plein de personnes. Ah oui, c'est incroyable. Je me dis, ouais, quand même, là, il y a du taf, quoi. C'est incroyable. Ouais. Mais ça voyage beaucoup dans Pinocchio, donc ouais, c'est possible il y ait plus de taf, ouais. C'est pas étonnant. Est-ce qu'on passerait pas à quelque chose de plus heureux, Ista? Oui. Eh ben non, on va passer sur un film qui est pas très drôle. Le premier film de sa réalisatrice, on va vous parler de Past Lives, Nos vies d'avant. If two strangers walk by each other in the street and their clothes accidentally brush, that means there have been 8,000 layers of inyan between them. Want you to stay. À 12 ans, Nora et Hae-sung sont amis d'enfance, amoureux platoniques, les circonstances les séparent. À 20 ans, le hasard les reconnecte pour un temps. À 30 ans, ils se retrouvent adultes, confrontés à ce qu'ils auraient pu être et à ce qu'ils pourraient devenir. Tel est le synopsis du film de Céline Song, son premier long métrage, Past Lives, qui est un film un peu de festival, qui est une histoire sur un amour perdu, et qui s'inspire aussi de l'histoire du coup de Céline Song, qui est un peu autobiographique. Je savais pas ça, tu vois. Je m'étais renseigné, et apparemment c'est un truc qui partiellement, mais en tout cas qui est partiellement arrivé à elle, voilà, puisque elle a immigré aussi aux États-Unis, parce qu'elle venait de Corée, elle a immigré là-bas, et voilà, ça raconte un peu cette histoire-là. Je vais commencer. Pour un premier long métrage, j'ai quand même assez impressionnant. Moi, j'ai quelques problèmes avec le film. Je pense qu'il y a un problème qui m'empêche de rentrer clairement dedans, mais je pense que c'est assez subjectif aussi. Parce que je vais le dire, c'est le meilleur film dont on va parler de cette semaine, clairement. Oui. Past Lives, c'est un film assez intéressant. Voilà, on a le perso principal qui a un rapport à son identité que j'avais, que j'ai pas vu trop traiter, mais je crois qu'il y a un autre film qui s'appelle Retour à Séoul au début de l'année qui traitait un peu de ça. C'est qu'est-ce que c'est de changer d'identité dans un autre pays, quoi, parce qu'elle est née pas l'immigration, pendant une dizaine d'années, voilà, et toute l'immigration, mais aussi de faire avec son passé, en tout cas de faire la paix avec son passé pour pouvoir avancer dans ses futures relations. Et moi, le problème, c'est que j'ai pas vraiment été emporté émotionnellement, à part à la fin, dont je reviendrai, parce que il y a peut-être un problème de caractérisation, surtout sur le personnage masculin, en fait. J'ai l'impression que, moi, j'ai besoin quand même de passer peut-être un peu plus de temps de son côté, je pense, parce qu'on s'attarde pas beaucoup sur ses potes.
sur sa relation, parce qu'il a une relation aussi de son côté, mais qui est complètement éclipsée. Et en fait, on est beaucoup plus du côté féminin, et je pense que le film aurait gagné à soit plus le montrer lui, ou alors se concentrer uniquement sur le personnage féminin, tu vois. Et là, il a un entre-deux qui me gêne un peu, où c'est pas assez développé, son côté, donc du coup, et en plus, c'est un personnage qui est très fermé, je trouve, ce personnage-là, quoi. Et donc, du coup, j'ai beaucoup de mal, j'ai pas beaucoup de mal, mais en tout cas, ça m'a un peu fermé à lui, et j'ai un peu de mal à sentir l'amour un peu perdu entre eux. Je parle vraiment de le ressentir parce que je parlerai d'après de mise en scène, et la mise en scène elle est vraiment intéressante, mais il y a un manque un peu d'intensité entre les deux, quoi. Et je pense que la réalisatrice, elle voulait pas tomber dans le pathos et en faire des caisses en mode gros violon, aller pleurer les gens, tu vois, et ce genre de trucs. Et ça, je trouve que c'est bien, mais il y a peut-être un manque d'expressivité, peut-être d'incarnation pour moi, où je pense que en fait tout se passe trop bien, peut-être un peu pour moi aussi. Voilà. Dans ce film, trop bien dans le sens, c'est pas une histoire joyeuse, hein, mais je dirais qu'il n'y a pas d'obstacle entre guillemets à cette histoire. J'y reviendrai, mais voilà quoi. Mais par contre, le film il m'a emporté vraiment sur son dernier quart, parce que il y a l'apparition d'un autre personnage qui est le mari du personnage féminin, et je trouve assez intéressant parce que bon, ça revient dans le truc que j'ai dit tout à l'heure où tout se passe trop bien. Il est très compréhensif tout de suite de la situation, mais je trouve que justement c'est en ça qu'il est pas cliché, du coup, ce personnage du mari. Déjà, il est très bien interprété par le je sais plus comment il s'appelle l'acteur, mais il est vraiment super. Il est très juste, il est intéressant parce que du coup, il y a un truc assez spécial où ça va donner une scène au restaurant, qui est une des scènes d'ouverture aussi, mais où il est avec sa femme, tout simplement, et qui est avec son amour d'enfance, et c'est assez spécial. Mais tu te demandes avec qui elle est quand tu vois le début du film, tu sais pas avec qui elle est. Très beau plan aussi d'ouverture, on est extérieur à cette histoire où on est à la place d'autres personnes qui se demandent, mais en fait, qui avec qui? Est-ce que c'est plus son frère? Justement, ouais, voilà, on a l'impression que c'est plus son frère, tu sais. Et mais il lui tourne le dos à lui, donc ça doit pas être son mari et tout. Et en fait, il y a un peu ça, et nous on est un peu dans cette situation-là. Et après, quand on comprend ce qui se passe après, parce qu'on revient après sur cette scène bien plus tard dans le film, qui est une scène assez belle, et voilà quoi. Et voilà, moi personnellement, j'ai pas réussi à être émotionnellement vraiment transporté, sauf la fin qui, là pour le coup, m'a un peu ému, parce que on va pas spoiler, mais il y a un truc qui se passe à la fin qui est assez puissant quand même. Mais par contre, le film visuellement, je trouve qu'il est assez intéressant. Déjà, la photographie, je la trouve très belle. Il y a une photographie assez jaune. Moi, j'aime bien des beaux jaunes au cinéma, voilà. J'aime bien pas les jaunes pisses, quoi. Non. Un beau jaune pisse peut-être, mais en tout cas, il est beau ce jaune. Et en fait, c'est un film qui est très beau, très posé. Il y a très peu de mouvements, c'est très lent dans sa réal. C'est un film qui est bavard, mais qui laisse place à beaucoup de silence aussi, quoi. Beaucoup de gêne. Il y a beaucoup de moments. Je pense à des longues séquences où le temps défile. Je pense à ce moment, ils sont dans un parc, et en fait, la caméra, elle est en un genre de panoramique, mais en même temps elle va zoomer, mais on va les suivre de hyper loin, et on va suivre leur conversation, puis jusqu'à qu'ils avancent, et genre ça dure, c'est un genre long plan séquence sur eux de genre, je sais pas, 2 minutes, j'en sais rien, et juste on les voit parler, discuter, être un peu gênés, des moments de silence où on voit leur regard, quoi, et je trouve ça marche plutôt bien, quoi. Et on se pose la question, tu sais, dans ces longues séquences, est-ce qu'il peut se passer quelque chose, tu vois, est-ce qu'il peut, entre les deux, est-ce que peut-être ils vont s'embrasser, ou je sais pas quoi, tu vois, où il se passe un truc, tu vois. Et voilà, et on a le meilleur plan du film, ce meilleur mouvement du film, c'est ce travelling latéral à la fin, où il y a un Uber, voilà, je vais pas spoiler, mais en tout cas, il y a un personnage qui accompagne un autre à un Uber, et puis après le personnage va de l'autre côté, et ouais, là, pour le coup, je trouve ça marche plutôt bien, et ça dit beaucoup de leur... je peux pas spoiler, mais en tout cas, ça dit beaucoup de leur histoire d'amour perdu, entre guillemets, quoi. Et voilà, et le film joue aussi sur nos attentes de possible amour, et c'est ça que je trouve qui est bien, quoi. C'est que genre tout ce que je disais sur est-ce qu'ils vont s'embrasser, est-ce que voilà, ça joue un peu avec nous sur le fait de ce qu'on connaît de ce genre de film un peu romantique. Oui, complètement. Après, le problème, c'est que pour moi, le film plonge jamais, même pas un tout petit peu là-dedans. Du coup, j'ai du mal à croire à plonger vraiment dans l'intensité de cette histoire d'amour. Mais voilà, l'image est très bien composée, il y a très belles effets de lumière. Il y a même un côté un peu Woody Allen, je trouve, dans ces vieux films genre Manhattan, ce genre de trucs là où il donne vraiment vie à certains lieux. Il donne un côté romantique et de l'importance à certains lieux pour les personnages. Je pense à un certain bar, à certains endroits de New York qui nous fait visiter. Ouais, comme moi je suis du bateau qui était du bateau, oui. Ouais. Et voilà, et il y a même certains
plan sur un pont qui rappelle beaucoup, enfin qui me rappelle Manhattan. Bon, le plan de Manhattan il est inégalable, hein, mais ça me rappelle vraiment ça dans l'esprit romantique. Voilà, je pense que c'est un bon film. Je pense qu'il y a des gens qui vont être comme moi, qui vont peut-être être un petit peu en dehors. Je pense qu'il y a des gens qui vont, enfin c'est pas, je pense qu'il y a des gens, il y a des gens qui sont complètement bouleversés par le film. Voilà, je pense que ça peut marcher pour certains. Moi, ça m'a un peu marché sur la fin. Je trouve que c'est un bon film qu'il faut voir en cette fin d'année et ouais, qui peut aller chercher quelques récompenses potentiellement. Et toi, Ista, as-tu été bouleversé? Bah moi le film il m'a détruit. Moi sur le coup ça a fonctionné de ouf. Sûrement moi j'y crois à fond à leur pas couple. Enfin en tout cas à l'amour entre les deux quoi. Moi je suis convaincu qu'ils sont amoureux, tout ça. Pour moi ça marche sur les yeux, les regards, tout ça. Pour moi ça marche. Après pour être un peu fermé comme le gars, je comprends un peu le gars, tiens. Donc ouais, pour moi ça marche. Moi j'ai vraiment aimé le film. Ouais, il est très bien filmé. Il y a des super plans. Même si des fois je trouve que ça fait un peu un des films le film. C'était vraiment le film. Oui, ah bah complètement. Là on est dans cette grosse vibe là quoi. Ouais, en plus je crois que c'est A24 qui a fait le film. Ouais, c'est possible. Donc voilà. Mais il y a plein de scènes qui m'ont marqué. Voilà, je parlais de la scène du bateau. Il y a la scène qui est sur le poster où ils sont devant le manège. Il y a la scène dans le lit avec le mari que je trouve super. La discussion elle est géniale hein, à ce moment-là, franchement. Et ouais, et puis moi le travelling de fin il m'a complètement détruit, j'étais en pleurs. Moi c'est mort quoi. Ça m'a vraiment tué quoi la fin. Donc non, pour moi ça a été un super film, ça a été une super surprise, un des meilleurs films de l'année pour moi. Vraiment bah là je me rappelle de plein de choses. Donc parce que toi tu l'as vu en Amérique, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai vu chez mon oncle. Ouais, c'est ça. Tu l'as vu à un moment, mais il te reste beaucoup en tête, en tout cas. Ouais, il me reste en tête. Voilà, après plusieurs mois, je me rappelle des scènes, je me rappelle de ce qui se passe. Donc, ouais, non, pour moi, c'est un des meilleurs films de l'année. Ça fait partie des films qui m'ont marqué cette année, clairement. Et ouais, par contre, j'ai pas envie de le revoir parce que j'ai pas envie d'être détruit une deuxième fois, tu vois. Mais... Donc, possiblement, on le retrouvera la semaine du 1er janvier. Dans tes films favoris. Ouais, c'est fort probable. Et ben on en reparlera à ce moment-là. Et ben voilà, en tout cas plutôt positif sur Pass Live complètement. Ouais. Ouais, voilà, donc on vous encourage quand même à aller le voir. Et voilà, on va passer à la série télé, Ista. Ouais, on va passer à Monarch, donc l'épisode 6 qui s'appelle Les miracles terrifiants. Alors, on s'était quitté avec... on était dans le dernier épisode que dans le présent, encore une fois, et c'était le groupe de Kate qui s'était retrouvé à enquêter dans le bureau de leur père qui travaillait à Monarch, et donc du coup ils ont dû traverser les traumas de Kate, dans laquelle la ville de San Francisco, je crois, a été attaquée, et donc du coup ils ont trouvé une map qui indiquait qu'ils devaient se rendre en Afrique pour aller rejoindre leur père, et c'est là qu'on retrouve cet épisode 6 de Monarch, où on retrouve le passé cette fois-ci. Bah on va parler de monstres, en tout cas dans le passé, et du rapport japonais, américain, et dans le présent, bah on va aller en Afrique avec Kurt Russell qui va rejoindre le groupe et pour peut-être découvrir une grosse bébête. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 6, Ista, de Monarch Legacy of Monsters? Bah moi c'est passé. Moi je l'ai trouvé sympa. J'ai trouvé qu'il était bien rythmé. Il y a eu des gros monstres, donc déjà j'étais content. Moi, des gros monstres, déjà je suis content. On voyage pas mal, ça c'est sympa. Ouais. Moi je sais que j'ai plutôt aimé la partie passée. Enfin, notamment ce qui se passe autour du personnage de Lee et de Keiko. Par contre, je suis moins convaincu par les les cassos. Ouais. En gros, moi, tu me les enlèverais eux, la bande des plus jeunes, je pense que ça passerait mieux. Je pense que je serais déjà plus content de la série. Même si je la trouve pas dégueu, mais ouais. Bah oui, parce que moi, Kurt Russell et tout, je trouve cool quand même, tu vois. Ouais. Mais ouais, j'ai trouvé ça intéressant. Après, je trouve qu'on a toujours pas les réponses qu'on veut avoir et que ça commence à faire long, quoi. Parce que je suis en train de me dire que la série est trop longue pour ce qu'elle veut raconter. On est au 6e épisode et j'ai l'impression qu'on a toujours pas révélé grand chose, quoi. Donc, le prochain épisode, si tu veux, on va révéler May.
on va même pas révéler les secrets et tout, on va révéler May, quoi. Putain, on a hâte, quoi. À voir, ce sera peut-être intéressant, mais bon, on verra. Hein, mais c'est le personnage où, moi j'ai dit qu'il me saoulait, donc c'est pas ce que j'attends. J'attends plus des révélations du niveau de Kurt Russell et tout. En plus, il a dit, venez avec moi, je vais tout vous dire. Et ils ont fait, non. Bon, bah. Ouais, moi je trouve que ça fait du enfin tout est en pause en fait dans cette série. Ça fait un peu du surplace, ouais. Genre là on a du coup dans le présent on a May qui a sa trahison qui est révélée. Ouais. Et en fait les persos ils vont encore plus ne se faire confiance et tu sais on a l'impression qu'on tourne en rond. Tu vois. Un côté ils s'aiment pas au début, oui, ils ça s'aiment aussi, pas, je me suis dit ça, puis après ils s'aiment plus et puis après c'est oh là là j'en peux plus quoi. Ouais, je me suis dit à la fin elle aurait pu comprendre et dire ouais ok je comprends puis on passe à autre chose quoi. Ouais mais tu sais ça arrive même pas à savoir alors que en vrai elle a menti mais c'est pas si grave. Non, c'est genre elle veut dire juste qu'elle voulait rentrer chez elle en fait. Hein, il s'est pas passé un truc de fou quoi. Tu vois genre bon. Et le père d'ailleurs on le voit mais en fait non. Donc autant on va encore attendre. Les persos ils se rapprochent mais en fait non, tu sais Kurt Russell il va révéler son secret non, pas cet épisode. Ça m'a fait rire quand même sur le père en mode il croyait qu'il faisait coucou et puis il leur dit bye vous. Non mais s'il te plaît, j'espère qu'ils vont pas attendre le 9e épisode quoi pour te révéler tout. Mais ça se trouve tout va exploser dans le 10e et c'est là qu'on va comprendre. C'est sûr que ça va être ça quoi. Dans le passé, bon moi je suis pas fan du tout des personnages du passé mais bon il y a un petit flirt entre Kurt Russell et la docteure Keiyura. C'est Miura je crois que c'est Keiko Miura. Keiko Miura, oui, c'est ça. Et ça va, il y a une scène de danse sympathique, voilà. Et ça parle un peu du traitement des Japonais aussi à l'après-guerre, parce que le mec, il danse avec une Japonaise, du coup les gens sont là, oh, putain, c'est les Japonais. ça rapproche le truc de beaucoup de Godzilla parle aussi du rapport japonais et américain. Donc voilà, on a encore ce truc revient ici dans la série. Là, il rencontre un savant qui fait une bombe. Et tu sais, je comprends rien à ce qu'ils disent. Au bout d'un moment, ils parlent de physique quantique, je sais pas quoi là. J'ai écouté même pas. Et en fait, je crois que je suis tellement éloigné des personnages que je suis pas dedans. En fait, je suis en mode, ok, vas-y, il parle de blabla, je sais pas quoi, il parle de physique. Bon, d'accord. Et c'est pareil dans le présent aussi. Au bout d'un moment, il parle d'un truc trop compliqué. Je fais, oui, bon, allez, d'accord. Je suis en mode, ça m'intéresse pas du tout, faites vos vies. Mais voilà, le passé me botte pas. Là, il y a toute une histoire sur le personnage de Wyatt Russell qui va peut-être se faire virer et tout. Et moi, je suis en mode, ok, je m'en fous. Et là, je vais dans le présent, il y a Kate et ses potes. Alors, voilà, c'est le festival. Au début, t'as Kurt Russell qui se fait sauver par la Frenchie qui l'accompagne. Et t'es en mode, pourquoi? Je sais pas. Et franchement, bon, je sais même pas si on aura des infos. Mais bon, d'accord. La Frenchie, là, en fait, Ellie, c'est parce qu'elle croit Ellie. Oui, mais ça sort de nulle part, quoi. T'es en mode, d'accord, très bien. Maintenant, il aide Kurt Russell. Ouais, ça permet à Kurt Russell de rejoindre le groupe. Mais pour qu'au final, il se sépare encore après. Ouais, c'est vrai. C'est insupportable. Et le trio de base, je trouve qu'il fonctionne pas, en fait. Non. Je trouve qu'il y a un vrai problème, c'est qu'il tourne en rond. Ouais. Mais, et genre, ils s'aiment pas, mais en même temps, enfin, ils se tiennent la main. Tu sais, au début d'épisode, il y a May et Kate qui se tiennent la main comme si c'était potes et tout. Genre, je suis en train de m'arrêter. Genre, vous êtes pas du tout potes. Tu sais, c'est comme, je sais plus je crois que c'est Star Wars 7, où les personnages, ils sont pas du tout développés, et du coup, ils font plein de contacts physiques entre les persos pour montrer qu'ils se rapprochent, alors que non. Genre, tu sais, ils se connaissent pas, tu sais. C'est pour cacher le fait qu'il y a pas de développement, quoi. Enfin, bref, voilà, et Kentaro et son ex, ils existent pas, ils m'intéressent pas, et voilà, quoi. Ça continue, quoi. Et donc là, on se retrouve dans un désert mais comme dans l'Alaska, parfois c'est moche. Genre, il y a une séquence en voiture où on voit des fois ça fait fond vert, ouais. Ça fait fond vert, et des fois non, ça fait lumière normale, quoi. Bah ouais, j'ai l'impression des fois ils sont sur un décor, et des fois ils sont en fond vert, c'est très bien. Oui, mais des fois c'est bien, et des fois t'es en mode, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, ils sont pas du tout dans le désert. Enfin bref, je trouve qu'il y a un problème dans l'apparition de Godzilla. Parce qu'en fait, ils ont voulu faire un montage alterné. Oui, sauf qu'en fait, ça apparaît dans les deux timelines. C'est ça. Ouais. Et ça casse le build-up, parce que je trouve qu'il y a un bon build-up de tension au moment où le père, il est en mode éloignez-vous et tout. Genre, au début, tu t'y sauves pas. Et en fait, ils te mettent les images du passé et ça te casse la tension de Godzilla, quoi. Ouais. Je trouve qu'il est cassé par le montage alterné. Et j'ai plusieurs questions. C'est pourquoi toujours mettre 1 minute de monstre et après il se barre, quoi. C'est toujours ça. Le monstre, ok, et puis c'est fini. À part l'épisode 4, qui utilisait vraiment le fait d'être un monstre. Voilà, là, Godzilla il est dans le sable. Je sais pas pourquoi. Pourquoi Godzilla est dans le sable? C'est bizarre, ouais, je sais pas. Je sais pas, il se repose au chaud. Il avait trop froid dans l'eau. Je sais pas, c'est très bizarre. Mais j'ai rien à dire sur cet épisode, parce qu'en fait tout est en pause. Bah, moi je me suis posé des questions quand même sur... En repensant au premier épisode, je me suis dit c'est bizarre que Lee il est amoureux de
de la docteur Miura, là. Parce qu'on voit qu'elle est avec le caméraman, là, dans les premiers épisodes. Oui, après. Mais ils vont nous sortir que c'est le vrai père des autres et tout, ça se trouve, oh là là. Ouais, j'en sais rien. Mais ouais, c'est vrai que là, on est en mode... le caméraman, il est toujours pas en mode avec elle, quoi. Du tout. Bah quoi. non. Donc, je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, cet épisode, je pense que c'était un des plus... C'est pas le plus nul, mais je pense que c'était un des plus plats en termes de genre... ouais, voilà, tu vois, genre, c'est vraiment en pause, quoi. Genre, tu compares ce qui se passe au début à la fin de l'épisode, il s'est rien passé, surtout pour le présent, quoi. Godzilla, quoi, quand même, qui s'est Ouais, mais t'es en mode, ouais, il y a Godzilla, ils l'ont revu. Enfin, voilà, quoi, ils ont vu Godzilla encore, mais bon. Ils ont trouvé le père, quand même. Mais il est reparti. Donc, en fait, ils ont pas du tout trouvé le père, quoi. Et donc, du coup, les personnages étaient séparés, ils se sont rejoints pour se reséparer, et pour qu'il se passe rien. Ouais, non, mais donc, ça, c'est vrai. Après, il y a souvent ce problème dans les séries où ils séparent les persos pour qu'ils se retrouvent dans le final. Ouais, bah écoute, moi j'ai trouvé ça osef. Enfin, après, là, je suis un peu énervé, je pense, parce que j'ai vu Minus One. Et du coup, là, je crois que non, mais tout est un peu plus triste. One, on est d'accord. Tout est un peu plus triste, et voilà, quoi. Peut-être t'as un truc à rajouter dessus, mais moi... Ouais, non, mais moi, j'attends de voir à la fin où ça va, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'ils font reculer le truc jusqu'à ce qu'on arrive. Mais peut-être que ce sera trop tard, comme je dis, si la série sera peut-être... La saison sera peut-être trop longue, quoi. Ou peut-être en 8 épisodes, ça aurait tenu, ou même, tu vois, enfin, en 8 épisodes, là, on serait pratiquement à la fin, voilà. 10, ça me paraît beaucoup pour ce que ça veut raconter, parce que mais complètement. Ça rend pas grand-chose. Je pense 6 épisodes, ça aurait été mieux. Ouais. Et pourtant, je suis le premier à aller sur les séries Marvel, j'ai dit 6 épisodes passés et tout, mais là... Bah, il y a certaines séries Marvel, Secret Invasion, c'était trop. Hein. Enfin, bref. Bon, bah, c'est fini pour les sorties de la semaine. On va attaquer la prochaine chronique, c'est la chronique box-office américain. Donc on va démarrer tout de suite avec la première place, c'est Wonka de Warner Bros. Qui a apporté environ 39 millions sur le sol américain et 53,6 millions à l'international ce week-end. Et donc du coup il a rapporté 151 millions de dollars au total, pour un budget de 125 millions, donc on peut dire que c'est clairement un gros succès, un bon succès en tout cas pour le moment. Je pense qu'il va se rembourser, voilà. Là il y a pas de doute, il a l'air de bien marcher. Donc on s'attend au spin-off sur les Oompa Loompa. Wonka 2. Mais ouais, bah en tout cas, je pense que Warner a fait le bon choix de plutôt miser sur Wonka que sur Aquaman, parce que la promo d'Aquaman, c'est pas ça. Hein. Ouais, on en parlera la semaine prochaine, ça sent la catastrophe. Hein. Ouais. En tout cas, c'est un succès. Parce que là, il a déjà dépassé son budget le premier week-end, donc il sera sûrement rentable comme film, je pense. Clairement. En deuxième, on a Hunger Games qui se maintient très bien, c'est assez fou. Donc il a gagné 5,80 millions de dollars ce week-end, et donc ça lui fait un total domestique de 145,24 millions. Il a fait un chiffre d'affaires de 8 millions lors du 5e week-end à l'étranger. Donc ça lui fait une baisse seulement de moins 27,3% par rapport au week-end d'avant. Ça fait que maintenant il a un box-office international de 155,3 millions. Et il a atteint les 300,5 millions. Donc il vient de dépasser les 300 millions au box-office mondial. Et ils estiment qu'il devrait finir entre 350 et 370 millions de dollars pour un budget de 100 millions. Ouais, bah ouais, il se maintient toujours bien. Moi je défends toujours le film. Comme quoi c'est un des bons blockbusters cette année. Bah voilà, il a coûté 100 millions. Pour le coup, tu vois, si il avait été dans des productions un peu bordéliques, il aurait coûté 150-200 millions, ça aurait été moins un succès. Là, ils ont su gérer leur budget. Et là, il va, il a fait déjà le triple de son budget, il va continuer, il va rapporter, et ça se trouve, on va se taper d'autres spin-offs de Hunger Games. J'ai entendu que l'Autriche, je crois, va faire un nouveau livre suite à celui-là, un truc comme ça avec Snow. Ça ne finira donc jamais. Jamais. Ensuite, à la 3e position, on a Le Garçon et le Héron qui continue sa bonne campagne aux États-Unis avec 5,17 millions rapportés ce week-end. Et il a rapporté en tout 23,14 millions en Amérique du Nord pour un total de recettes mondiales de 124 549 000. Donc ouais, voilà, là c'est le succès, un succès total à l'international. Et il envisage une course de 33 à 43 millions de dollars aux États-Unis. Donc ouais, un des plus gros films Ghibli là-bas, clairement. Ouais. Bon, après c'est dommage qu'on n'a pas le budget. Je sais pas, ils disent que c'est le plus cher. Mais après c'est le Japon, donc le plus cher, est-ce que c'est pas 20 millions? Mais je sais pas. Oui, bah après le Japon, je pense pas que c'est un truc de malade non plus, mais. Ouais. Que là, ça va. Bah, je pense que c'est un gros succès, ouais. C'est peut-être le plus gros succès de tous les Ghibli, je sais plus, mais il y a moyen.
Il y a moyen. Ensuite, on a Godzilla Minus One en 4e, donc, qui a rajouté des séances, qui continue d'être exploité là-bas aux États-Unis. Il a fait 4,88 millions ce week-end. Il a un box-office domestique qui est à 34,25 millions de dollars. À l'international, il a fait 26 963 200 dollars. Et ça lui fait un box-office mondial de 61 millions, en gros 61 millions de dollars. Voilà. Alors il finirait son box-office aux États-Unis entre 45 à 55 millions. Et encore à voir s'ils vont pas rajouter des séances. Il va peut-être encore continuer une semaine ou deux, c'est possible. Donc, parce qu'il y a les fêtes, tout ça, ils vont peut-être le continuer vu qu'il marche bien. Donc à voir, mais pour l'instant, on l'estimerait entre 45 et 55 millions de dollars pour sa fin de run. Ouais, bah écoute, grosse campagne, et on espère peut-être l'avoir en salle chez nous, continuellement, mais moi j'y crois pas. Mais bon. Non, ou au pire rapidement en VOD peut-être. Ouais. Mais... Ensuite, on a le film d'Universal Trolls Band Together, qui a rapporté 4 millions ce week-end, et qui atteint du coup un total de 88 millions sur le sol américain, et qui a rapporté 90 millions à l'international pour un recette mondiale de 180 millions de dollars, et ça envisage une course de 100 à 110 millions aux États-Unis pour un budget de 95 millions. Donc c'est très bof tout ça. C'est bof, mais il reste quand même, il se maintient. Bah il se maintient quand même. Il se maintient quand même. Bah c'est pas assez malheureusement. Ça va être. Ouais. Enfin, c'est pas. Mais tu vois, il est passé au-dessus du Wish, alors que Wish à un moment était au-dessus. Oui, clairement. Bah là Wish c'est un gros plantage. Bah mais Wish il est 6e. Tu parlais bien de Wish. Ouais. Parce qu'on a une petite info Wish à l'international. Il a fait la plus grosse ouverture du week-end au Japon depuis Frozen 2. Il a fait 4,4 millions de dollars, donc au Japon. C'est le second plus gros démarrage de film d'animation non local, évidemment, parce que bon, les garçons verront tout ça, ils vont pulvériser. Après Super Mario Bros, du coup. Donc ouais, il marche plutôt bien au Japon, ce qui est bizarre, parce que je sais pas pourquoi les Japonais. C'est très bizarre, je sais pas. Ils rendent l'appareil aux garçons et le héron. Ils se disent, ah non, ils nous ont bien mis, on va les mettre bien aussi. Non, je sais pas. Mais c'est vrai, je sais pas. Est-ce que c'est les thèmes? Est-ce que c'est, je sais pas, pourquoi celui-là Après, peut-être le Japon, je sais pas, mais peut-être qu'il est très influencé par Walt Disney, j'en sais rien, tu vois, aussi. Ah bah oui, parce que Osamu Tezuka, il était très influencé par Walt Disney, par exemple. Donc peut-être que le Japon est très fan des Disney d'antan, et peut-être qu'il y a ce côté Disney... ah oui, à l'ancienne, ouais. Peut-être que voilà, quoi. Puis j'aime bien l'animation, là-bas. Aussi. Sinon, on a eu Napoléon qui a atteint 188 millions de dollars globalement, qu'il a rapporté 131 millions à l'international et 57 millions en domestique. Il devrait rapporter entre 200 et 220 millions au total, sachant qu'il aurait coûté aux alentours de entre 100 et 150 millions. Bah c'est plutôt pas mal pour un film d'Apple TV. Il est presque rentable sur les sorties salles, quoi. C'est assez impressionnant. Ouais, il a fait plus que ce qu'ils avaient prévu à la base, donc je pense qu'ils sont plutôt contents chez Apple de son chiffre. Oui. Et puis je pense que ça va se relancer avec les sorties de version longue. Ouais, aussi. Sûrement sur Apple TV. Voilà, bah écoute, on a fini pour le box-office. On va passer aux sorties de la semaine prochaine. Donc qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Eh ben, on a le retour de l'homme providentiel, l'homme autant haï que aimé, en fait. C'est le retour de Zack Snyder sur Netflix, qui revient après Army of the Dead, qui revient avec Rebel Moon partie 1, l'enfant du feu, donc en version pas director's cut. Donc voilà, on vous en parlera la semaine prochaine, puisque c'est la grosse sortie quand même. Et bon, les retours sont pas très flamboyants, hein, 9% sur Rotten Tomatoes, mais il est plus à 25%, il est à 26, un truc comme ça. Je crois. Il est à 26%, oui. Bon, en tout cas, ça se présente pas bien, mais j'ai une petite curiosité, moi, toujours pour les films de Zack Snyder, de voir ce qu'il va nous faire. Donc voilà. Non, mais moi aussi, je suis curieux. De toute façon, on va le mater. On en parlera dans le prochain épisode. Ensuite, il y a le dernier film du DCEU. Ça y est, c'est la fin. Donc, c'est Aquaman et le Royaume perdu. Donc, le deuxième volet des aventures d'Aquaman avec Jason Momoa, qui arrive là, réalisé par James Wan. Et ben voilà, on va enfin finir cet univers et on va pouvoir enfin passer à autre chose. Moi, je suis content. C'est ça, ouais. Bon, ça s'annonce pas très bon aussi au niveau des retours, mais bon voilà, ça a l'air d'être un joyeux bordel à la James Wan, donc on verra ce que ça donne. On en parlera. Pas mal de grosses sorties la semaine pro. Ouais, mais ce qui fait un peu peur, c'est que il y a l'embargo sur les critiques qui tombe le jour de la sortie aux États-Unis, donc le jeudi. Donc bon, ça fait un peu flipper. Et les projections presse France, je crois qu'il n'y en a même pas. Donc pour avoir entendu ça dans un podcast où ils disaient qu'ils n'ont
personne n'a été invité pour une projection presse ou quoi. Donc bon, ça sent pas très bon, quoi. Ça sent le aussi. Ensuite, on retourne à Netflix, et deux films Netflix qu'on n'aura pas la chance malheureusement de voir au cinéma. Maudite plateforme. C'est le film de Bradley Cooper, Maestro, du coup le biopic sur Leonard Bernstein, le compositeur, et donc qui lui a valu des nominations Golden Globes, tout ça. Donc on verra ce que ça donne. Est-ce que ça va être un biopic chiant à la gloire de Bradley Cooper pour sa performance, ou est-ce que ça va être plus que ça? Réponse la semaine prochaine. Je sais pas, je pense qu'il faut le voir parce que ça va aller aux Oscars, donc il faut le regarder. Voilà. Mais j'espère que ça sera pas ça sera pas un film à Oscar, juste film à Oscar, quoi, performance un peu chiante, quoi. Ouais, écoute, on verra. Ensuite, on a une série, une nouvelle adaptation de Percy Jackson. Il y avait eu 2 films, là il y a une série qui arrive, Percy Jackson et les Olympiens. Voilà, l'adaptation des livres Young Adult avec des ados dans le rôle principal sur Disney+. C'est ça, parce qu'on a eu l'adaptation de 2 films au cinéma avec Alexandra Daddario et Logan Lerman. Je sais pas si tu te souviens de ces acteurs-là. Et voilà, là on est en série, on vous en parlera des premiers épisodes, en tout cas la semaine prochaine. Ensuite, on a Marvel qui revient avec sa série d'animation What If, la saison 2 qui commence la semaine prochaine, à partir de vendredi, il me semble, et qui diffusera un épisode par semaine, un épisode par jour jusqu'à, jusqu'au 30. Jusqu'au 30, il y a c'est 8 épisodes, 9 épisodes, c'est ça. 9 épisodes jusqu'au 30, et voilà. C'est la sortie Marvel, quoi. Avant Echo. Avant Echo, ouais. Qui arrive bientôt, Echo aussi, c'est dans moins d'un mois. Ouais, c'est ça, en janvier. On s'en parlera aussi. Et voilà, on a fini pour cette semaine. Ouais. Et on a été un petit peu ronchon. Voilà, j'étais un petit peu ronchon cette semaine. Oui, voilà, excusez-moi. Mais bon, en espérant qu'avec tout ce beau monde, Rebel Moon, Aquaman, tout ça, il y a pas de raison que ça se passe mal la semaine prochaine. Pas du tout, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Écoutez, on va vous laisser. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour ce beau programme. N'hésitez pas à vous abonner selon votre plateforme, à aller mettre un pouce en l'air, à mettre les 5 étoiles si vous avez aimé ce podcast. N'hésitez pas à partager le podcast, à en parler autour de vous, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Ça va être drôle. Salut. Salut.